À 2 heures du matin, le coup sec frappé à ma porte d'entrée a déchiré le silence de ma maison vide. Je ne dormais pas. L'insomnie était ma fidèle compagne depuis la mort de Robert il y a 6 ans, mais je n'attendais personne, surtout pas à cette heure. 30 ans en tant qu'huissier de justice m'avaient appris à aborder les situations inattendues avec une prudence instinctive. À travers le Judas, j'ai vu le visage de ma fille, illuminé par la lumière du porche. Le mascara de Jessica avait tracé des rivières sombres sur ses joues, et son corps tremblait visiblement, même à travers la lentille déformante. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Jessica? Elle est tombée dans mes bras, son corps secoué de sanglots. Maman, a-t-elle suffoqué? Daniel est parti. Aïe. Il a tout pris. Tout notre argent, tous les comptes. Il planifiait ça depuis des mois. Ces mots se sont dissous en pleurs incohérents. Une clarté froide et familière m'a envahi. La même concentration détachée que j'avais maintenue à travers d'innombrables crises au tribunal. Je n'étais pas surprise. Déçue. Le cœur brisé pour ma fille, mais pas surprise. J'attendais ce moment depuis 5 ans, depuis le jour où Jessica m'avait présenté ce charmant conseiller financier au sourire trop parfait et aux réponses évasives sur son passé. Entre, ai-je dit, la guidant vers le canapé du salon. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. L'histoire de Jessica s'est déversée entre les sanglots. Le retour anticipé d'un voyage d'affaires pour trouver les tiroirs vidés des affaires de Daniel. La connexion à leur compte joint pour découvrir des soldes à zéro. La découverte d'une note froide et impersonnelle expliquant qu'il avait trouvé quelqu'un qui le comprenait mieux et qu'il était passé au chapitre suivant de sa vie. Son assistante, Véronique, était aussi mystérieusement absente du travail. Je lui ai tout confié, maman, a-t-elle murmuré. La maison, les investissements, même mon héritage de papa. Tout a disparu. J'ai écouté en silence, mon bras autour de ses épaules. Quand elle s'est enfin épuisée, sa respiration se calmant en halètements saccadés, je me suis levée. Attends ici. Dans le placard de ma chambre, derrière la rangée de vêtements de tous les jours, était suspendu mon uniforme d'huissier. Je n'avais pas prévu de le porter avant lundi matin, mais cette nuit exigeait quelque chose d'officiel, quelque chose qui représentait l'ordre au milieu du chaos. Je me suis changée méthodiquement. Pantalon tactique bleu marine, chemise bleu clair avec l'emblème du département, bottes noires polies, et enfin mon insigne. Pas parce que j'étais en service, mais parce que j'avais besoin de me rappeler, et de montrer à Jessica, que je comprenais comment les systèmes fonctionnaient, comment la justice opérait. C'était une armure, un symbole de la structure et de la procédure face à l'effondrement émotionnel de sa vie. Chaque bouton que je fermais était un pas de plus vers la reprise de contrôle, non seulement pour elle, mais pour nous deux. L'uniforme était une promesse silencieuse que l'anarchie de cet homme ne resterait pas impunie. Lorsque je suis retournée dans le salon, Jessica a levé les yeux, la confusion remplaçant momentanément le désespoir sur son visage taché de larmes. « Maman, pourquoi es-tu en uniforme ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. « Michel, c'est Suzanne Meignet. J'ai besoin que tu lances le plan. »« Oui. Maintenant, protocole complet. J'apporterai les documents à ton cabinet à 7 heures. » J'ai mis fin à l'appel et j'ai enfin rencontré le regard perplexe de ma fille. « Quel plan, maman? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis assise à côté d'elle, prenant ses mains froides dans les miennes. « Jessica, j'ai besoin que tu écoutes. Attentivement. Ce que Daniel a fait n'est pas seulement une trahison. C'est criminel. Fraude électronique, usurpation d'identité, possiblement détournement de fonds. Et je me prépare à cette éventualité depuis le jour où il a suggéré de vendre ta maison. » Ses yeux se sont agrandis. « Tu savais que ça arriverait. » Je soupçonnais que ça pourrait arriver, ai-je corrigé doucement. Daniel correspond à un profil que j'ai vu des centaines de fois dans ma salle d'audience. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais assez de préoccupations pour mettre en place des garanties. Quel genre de garantie? J'ai serré ses mains. Le genre qui nous aidera à le trouver, à geler tous les actifs que nous pouvons, et à monter un dossier qui le mettra derrière les barreaux. Michel est mon avocat, mais il a aussi travaillé avec le bureau du procureur de la République pendant 20 ans. Il sait exactement comment gérer ça. Jessica a retiré ses mains, se levant brusquement. Tu as enquêté sur mon mari dans mon dos, planifiant qu'il... Quoi? Commit un crime. J'avais anticipé cette réaction. Le premier instinct de la victime est souvent de défendre l'agresseur, de questionner ceux qui essaient d'aider plutôt que d'affronter toute l'horreur de leur situation. Non, ma chérie. Je t'ai protégé discrètement au cas où mes instincts seraient justes. J'espérais qu'ils ne l'étaient pas. J'ai maintenu un contact visuel constant. Mais il l'était, et maintenant nous n'avons pas de temps pour la colère ou l'incrédulité. Nous avons peut-être 48 heures avant que Daniel ne déplace cet argent quelque part où nous ne pourrons pas l'atteindre. Elle me fixait, son expression passant par le choc, la trahison, et enfin une prise de conscience naissante. Les îles Caïmans, a-t-elle murmuré.
Il a une réunion au île Caïman la semaine prochaine. Il en parle depuis des mois. J'ai hoché la tête. Bank offshore. Pas d'extradition. Ça correspond. Je me suis levée, mon uniforme me donnant l'autorité dont j'avais besoin en ce moment. Jessica, j'ai besoin que tu décides maintenant. Veux-tu te recroqueviller et pleurer sur cette trahison, ou veux-tu te battre? Parce que je suis prête à me battre, mais j'ai besoin de ta coopération. Un changement subtil s'est opéré sur son visage, quelque chose s'est durci derrière ses yeux qui me rappelait tellement son père. Robert avait été procureur avec le même engagement inébranlable envers la justice qui m'avait attiré vers les forces de l'ordre. Je voyais son esprit en elle maintenant, perçant à travers le choc et le chagrin. « De quoi as-tu besoin » a-t-elle demandé, sa voix plus stable qu'elle ne l'avait été de toute la nuit. « De tout » ai-je répondu en me dirigeant vers mon bureau. Chaque compte auquel il avait accès, chaque document qu'il aurait pu te faire signer, chaque conversation sur les finances ou la propriété. Et j'ai besoin que tu sois préparé à ce que nous pourrions découvrir. Parce que les hommes comme Daniel s'arrêtent rarement à une seule tromperie. Alors que je sortais le dossier que je constituais depuis 3 ans, contenant des relevés bancaires que j'avais discrètement copiés lors de visites de vacances, des photographies de documents que Jessica avait nonchalamment mentionné avoir signés, des notes de conversation où Daniel avait révélé des incohérences dans son passé, ma fille observait avec une compréhension croissante. « Tu t'attendais vraiment à ça » dit-elle doucement. J'espérais me tromper, ai-je corrigé en posant le dossier sur mon bureau. Mais j'ai passé toute ma carrière à regarder des gens dans ma salle d'audience faire face aux conséquences de faire confiance à la mauvaise personne. Je n'allais pas laisser ma fille devenir une autre statistique sans une chance de se battre. J'ai ouvert le dossier, révélant la première pièce à conviction. Une vérification des antécédents de Daniel Antoine montrant 2 mariages précédents, tous deux terminés dans des circonstances financièrement suspectes. Une information que Jessica, dans l'euphorie du nouvel amour, n'avait jamais pensé à vérifier. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, s'effondrant sur la chaise à côté de mon bureau. « Ce n'est que le début, lui ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Et nous avons une longue nuit devant nous. » Alors que je commençais à organiser les documents que nous allions apporter au cabinet de Michel dans quelques heures, j'ai senti plus que vu la perception que Jessica avait de moi changer. Elle me voyait non seulement comme sa mère, mais comme ce que j'avais toujours été. Une femme qui avait consacré sa vie au rouage de la justice, qui comprenait le système assez intimement pour le faire fonctionner pour ceux qui méritaient sa protection. L'uniforme que je portais n'était pas juste pour la frime. C'était une promesse à ma fille, à moi-même, et à l'homme qui avait cru pouvoir disparaître avec son avenir. Ce n'était pas une victime ordinaire qu'il avait choisie. Il avait volé la fille d'une femme qui avait passé 30 ans à regarder les criminels faire face au jugement. Et maintenant, le jugement venait pour lui. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer l'argent, mais de restaurer un ordre fondamental qui avait été violé. Chaque document que je classais était une pierre ajoutée à l'édifice de notre contre-attaque. La fatigue de la nuit blanche était balayée par une adrénaline froide, celle que je connaissais bien des longues heures passées à préparer des saisies ou à assister à des procès complexes. C'était mon terrain de jeu, et Daniel venait de faire l'erreur fatale d'y entrer. L'aube se levait alors que Jessica et moi nous garions sur le parking du cabinet Fournier et Associés. L'imposant bâtiment en briques abritait non seulement le cabinet de Michel, mais aussi un ensemble d'avocats spécialisés dans divers aspects du droit pénal et civil, un arsenal juridique que j'étais sur le point de déployer en force. Jessica avait passé la nuit à éplucher tous les documents financiers auxquels elle pouvait accéder, découvrant l'étendue dévastatrice de la trahison de Daniel. Non seulement il avait vidé leur compte joint, totalisant près de 180 000 euros, mais il avait aussi réussi à transférer les 75 000 euros d'héritage qu'elle avait reçus après la mort de son père, de l'argent qui se trouvait sur son compte personnel, supposément intouchable par quiconque d'autre qu'elle. « Comment a-t-il pu accéder à mon compte personnel ?» avait-elle demandé, fixant l'écran de sa banque en ligne avec incrédulité. Je ne lui ai jamais donné les mots de passe. Un enregistreur de frappe, avais-je suggéré sombrement. Ou tu t'es connecté pendant qu'il regardait. Peut-être qu'il a trouvé où tu avais noté le mot de passe. J'ai vu d'innombrables cas d'intrusion numérique au cours de mes années au tribunal. Les gens qui prévoient de voler trouvent des moyens de rassembler ce dont ils ont besoin. Maintenant, assise dans la luxueuse salle de conférence de Michel, entourée de dossiers financiers, de relevés bancaires et de documents de propriété, Jessica avait l'air épuisée mais résolue. Le choc initial s'était durci en détermination. Les larmes avaient été remplacées par une colère concentrée que je reconnaissais de son enfance. La même expression qu'elle avait arborée lorsque des brutes du quartier lui avaient volé son vélo. Elle n'avait pas seulement voulu le récupérer. Elle avait voulu la justice. Michel Fournier est entré d'un pas vif. Sa stature imposante de 1,90 mètres faisait paraître encore plus petite la grande salle de conférence. À 62 ans, ses cheveux étaient devenus complètement argentés, mais son esprit restait d'une acuité redoutable. Avant de devenir avocat, il avait passé 15 ans à la brigade financière, une expérience qui le rendait exceptionnellement qualifié pour ce dont nous avions besoin. Suzanne.
Me salua-t-il d'un signe de tête respectueux avant de se tourner vers Jessica. Madame Antoine, je regrette que nous nous rencontrions dans de telles circonstances. C'est Meunier, en fait, corrigea automatiquement Jessica, puis grimaça. Où ça l'était? Je suppose que je devrais reprendre Meunier maintenant. Michel s'installa dans son fauteuil, étalant les documents que j'avais envoyés sur son serveur sécurisé quelques heures plus tôt. Commençons par les faits tels que nous les connaissons. Daniel Antoine, 38 ans, marié à vous depuis 5 ans, conseiller financier chez Méridien Conseil. Il y a environ 36 heures, il a vidé tous les comptes joints, a accédé à vos comptes personnels sans autorisation et semble avoir quitté le pays, vraisemblablement avec son assistante. Jessica hocha la tête, sa voix stable alors qu'elle complétait les détails. Véronique Dubois. Elle est son assistante depuis environ 2 ans. Je pensais qu'ils avaient une relation strictement professionnelle, mais de toute évidence. Sa voix s'éteignit, la trahison personnelle submergeant momentanément la trahison financière. Concentrons-nous sur l'argent pour l'instant, ai-je suggéré doucement. Les aspects émotionnels comptent, mais ils ne nous aideront pas à suivre les fonds. Michel sortit un bloc-notes juridique couvert de son écriture précise. D'après ce que vous avez fourni et ce que Suzanne a compilé au cours des 3 dernières années, nous parlons d'environ 255 000 € manquants sur des comptes à votre nom ou détenus conjointement. De plus, il semble y avoir une ligne de crédit hypothécaire souscrite sur votre maison il y a 3 mois pour 120 000 €. La tête de Jessica se redressa brusquement. Quoi? C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé de tel. Michel fit glisser un document sur la table, une copie du prêt hypothécaire avec ce qui semblait être la signature de Jessica en bas. Ce n'est pas ma signature, dit-elle immédiatement. Je veux dire, elle ressemble, mais le J est faux. Je fais le mien avec une boucle spécifique qui n'est pas là. Falsification. Ai-je noté, sans surprise. Ajoutez ça à la liste des charges. Michel prenait des notes avec une précision efficace. La bonne nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, c'est que la plupart de ces transactions sont récentes. Les comptes joints ont été vidés hier. Le virement de votre compte personnel a eu lieu il y a 3 jours. Les fonds du prêt hypothécaire ont été déplacés la semaine dernière vers un compte à la Première Banque nationale, ce qui nous donne une piste à suivre. Pouvons-nous récupérer l'argent? Demanda Jessica, la question qui importait le plus pour son avenir immédiat. Une partie, peut-être la majeure partie, oui, répondit Michel, sa confiance renforçant la mienne. Suzanne a activé notre protocole la nuit dernière, ce qui signifie que nous avons déjà déposé des requêtes en référé auprès de 3 juges différents que je savais de permanence. Depuis 6 heures ce matin, nous avons des ordonnances de gel sur tous les comptes que nous connaissons, des alertes de fraude sur votre numéro de sécurité sociale et votre profil de crédit, et un expert comptable judiciaire qui retrace déjà les flux d'argent. Jessica cligna des yeux, assimilant l'ampleur des actions déjà entreprises. Tout ça s'est passé depuis 2 heures du matin? J'ai échangé un regard avec Michel, sachant qu'il était temps de révéler toute l'étendue de notre préparation. Jessica, commencez-je prudemment. Le protocole que Michel a mentionné n'a pas été créé la nuit dernière. Nous l'avons établi il y a 3 ans, après que Daniel a suggéré pour la première fois de consolider toutes tes finances sous sa gestion. 3 ans. La trahison dans sa voix était palpable. Tu t'attendais à ce que mon mari me vole depuis 3 ans et tu n'as jamais rien dit. Je me préparais à une possibilité que j'espérais ne jamais voir se matérialiser, ai-je corrigé. Que aurais-tu fait si j'étais venu te voir il y a 3 ans en te disant que je pensais que ton mari prévoyait peut-être de te voler? M'aurais-tu cru? Son silence fut une réponse suffisante. Michel assis racle la gorge. La préparation anticipée nous donne des avantages significatifs. Nous avons déjà soumis des documents à la brigade financière et à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Puisque la position de Daniel en tant que conseiller financier en fait une violation réglementaire potentielle, la police aux frontières a été notifiée au cas où il tenterait de quitter le pays, s'il ne l'a pas déjà fait. Il ne l'a pas fait, ai-je affirmé avec certitude. Du moins pas officiellement. J'ai demandé une faveur à la PAF ce matin. Aucun passager nommé Daniel Antoine ou Véronique Dubois n'a quitté le pays sur un vol commercial au cours des dernières 48 heures. Jessica me regarda, réévaluant sa compréhension de mes relations et de mes capacités. Comment as to. 30 ans au tribunal, ça crée un réseau, dis-je simplement. Des gens me doivent des faveurs. Je les réclame. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et une jeune femme entra avec une tablette. Maître Fournier, nous avons une correspondance sur l'un des comptes. Un virement a été initié à 5h30 ce matin vers un compte aux îles Caïmans. Notre ordonnance de gel l'a arrêté à quelques minutes près. Michel prit la tablette, examinant les informations avec un signe de tête satisfait. C'est 86 000 € déjà récupérés. Le timing suggère que Daniel est toujours dans le pays, prévoyant probablement de tout transférer avant de partir. La réunion aux Caïmans, murmura Jessica. C'est prévu pour mardi. Il a des billets.
Ses yeux s'écarquillèrent avec une réalisation soudaine. Je peux accéder à son compte de voyage. Nous avons tout réservé via la même agence pour les points. Et j'ai les informations de connexion. En quelques minutes, elle avait affiché les détails de la réservation sur son téléphone. Daniel, départ demain à 8h15 pour les îles Caïmans, avec une correspondance à Miami. C'est notre fenêtre d'opportunité, dit Michel, attrapant déjà son téléphone. Nous avons besoin d'une surveillance à l'aéroport demain matin et d'un mandat d'arrêt prêt à être exécuté. Alors qu'il sortait pour passer des appels, Jessica se tourna vers moi, son expression un mélange de gratitude et de blessure persistante. Je comprends pourquoi tu ne m'as pas parlé de tes soupçons, mais j'ai quand même l'impression que tu attendais juste que mon mariage échoue. J'ai choisi mes mots avec soin, sachant que ce moment façonnerait notre relation à l'avenir. Ce que j'attendais, c'était de me tromper. Chaque document que j'ai rassemblé, chaque plan d'urgence que j'ai préparé, j'espérais que tout cela serait inutile. Qu'un jour, je détruirais ce dossier et admettrais que j'avais complètement mal jugé Daniel. J'ai tendu la main vers la sienne par-dessus la table. Avoir raison ne m'apporte aucune joie, Jessica. Seulement la certitude que tu n'affrontes pas ça seule. Ses doigts se resserrèrent autour des miens. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, dis-je tristement, en ajustant mon uniforme d'huissier que je n'avais pas pris la peine d'enlever, nous tendons un piège. Et quand Daniel Antoine se présentera à cet aéroport demain matin, il découvrira que disparaître avec de l'argent volé n'est pas aussi facile qu'il le pensait. Alors que Michel revenait avec la confirmation que les dispositions pour l'arrestation étaient en cours, j'ai senti le calme familier qui m'avait servi pendant des décennies de crise au tribunal. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer de l'argent. Il s'agissait de quelque chose de plus fondamental, montrer à ma fille que les systèmes pouvaient fonctionner, que la justice n'était pas seulement un concept abstrait, mais une force qui pouvait être maîtrisée par ceux qui comprenaient ses rouages. Daniel avait choisi la mauvaise famille à trahir. Il ne le savait juste pas encore. Le sommeil fut impossible cette nuit-là. Jessica se tournait et se retournait dans ma chambre d'amis tandis que j'étais assise à la table de la cuisine, passant en revue notre stratégie pour le matin. Michel avait pris les dispositions pour que 2 gendarmes, tous 2 des amis de mes années au tribunal, nous rejoignent à l'aéroport, ainsi qu'un agent de la brigade financière, qui avait manifesté un intérêt particulier pour l'affaire après avoir appris que Daniel avait potentiellement escroqué plusieurs clients de son cabinet. À 5 heures du matin, j'ai frappé doucement à la porte de Jessica, bien que je me doutais qu'elle était déjà réveillée. C'est l'heure, ai-je dit quand elle a ouvert, les yeux rougis mais alertes. Nous devons être à l'aéroport à 6h30 pour nous mettre en position. Elle a hoché la tête, déjà habillée en jean et en simple pull noir. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a pensé qu'il s'en sortirait comme ça. Les hommes comme Daniel partent du principe que leurs victimes seront trop embarrassées ou dépassées pour riposter efficacement, ai-je expliqué en versant du café dans des tasses de voyage. Il compte sur la confusion et le retard. Il n'a pas compté sur le fait que ma mère était une huissier de justice avec 30 ans de relation, a dit Jessica, une pointe de fierté perçant à travers son épuisement. Non, ai-je convenu en lui tendant une tasse. Il n'a certainement pas compté là-dessus. Je portais de nouveau mon uniforme, non pas parce que j'agirais à titre officiel, mais parce que je voulais que Daniel me voie exactement comme j'étais. Un officier de justice, une femme qui avait consacré sa vie au rouage de la justice. L'impact psychologique vaudrait bien toutes les questions sur ma tenue. L'aéroport bourdonnait d'activités matinales à notre arrivée. Michel attendait au point de rendez-vous désigné près du contrôle de sécurité, accompagné des gendarmes Carson et Jiménez, tous 2 en civil mais avec leurs insignes discrètement visibles à leur ceinture. L'agent Keller de la brigade financière est déjà en position près de la porte d'embarquement, nous a informé Michel, son calme habituel teinté de l'excitation de la chasse. La PAF a confirmé qu'Antoine s'est enregistré en ligne à 4h30 ce matin pour son vol de 8h15. Il n'est pas encore passé par la sécurité. Jessica scrutait le terminal avec anxiété. Et s'il ne se montre pas? S'il a déjà trouvé un autre moyen de quitter le pays? Les vols privés nécessitent toujours un dédouanement, lui ai-je rappelé. Et nous avons des alertes en place à chaque point de sortie. S'il part aujourd'hui, c'est presque certainement par cet aéroport. Le gendarme Carson, un vétéran trapu avec 25 ans de service, a fait un geste vers la file de sécurité. Nous avons des officiers en civil qui surveillent chaque point de contrôle. Un homme correspondant à sa description n'est pas encore passé. E.T. Veronique. D'Amanda Sodane Jessica. Devrions-nous la chercher aussi? J'ai échangé un regard avec Michel, qui a légèrement hoché la tête. Nous devrions envisager la possibilité qu'ils voyagent séparément pour éviter d'être repérés. Avez-vous une photo récente d'elle? Jessica a sorti son téléphone, faisant défiler les images jusqu'à ce qu'elle en trouve une d'une fête d'entreprise 6 mois plus tôt. Véronique Dubois, une brune élégante au sourire calculé, debout à côté de Daniel. Je vais envoyer ça à notre équipe, a dit le gendarme Jiménez, transférant l'image aux officiers positionnés dans tout le terminal.
Pendant l'heure qui a suivi, nous avons maintenu notre surveillance, la tension montant à l'approche de l'heure de départ. Les voyageurs affluaient à la sécurité, des hommes d'affaires aux mouvements efficaces, des familles jonglant avec les bagages et les enfants, des silhouettes solitaires avec des écouteurs créant des bulles privées dans l'espace public. À 7h22, la radio du gendarme Carson a crépité. Possible sujet repéré au point de contrôle C, homme correspondant à la description, voyageant seul. Mon pouce est accéléré alors que nous nous repositionnions pour avoir une vue sur le point de contrôle en question. Et il était là, Daniel Antoine, mon gendre depuis 5 ans, ne ressemblant en rien au conseiller financier raffiné qui avait charmé ma fille. Ses cheveux normalement parfaits étaient cachés sous une casquette de baseball, ses costumes de créateur remplacés par un jean quelconque et un sweat à capuche gris. Il portait un seul bagage à main et gardait la tête baissée, évitant le contact visuel avec le personnel de la PAF. À côté de moi, Jessica a pris une inspiration brusque. C'est lui. Et il est seul. Nous attendons qu'il passe la sécurité, a murmuré Michel. Le mandat d'arrêt précise qu'il doit être placé en garde à vue avant l'embarquement, mais après avoir passé le point de contrôle. Moins de chances qu'il ne s'enfuit. J'ai regardé Daniel placer son sac sur le tapis roulant, enlever ses chaussures, vider ses poches avec les gestes habituels d'un voyageur fréquent. Il est passé par le scanner corporel sans incident, a récupéré ses affaires et a commencé à marcher vers le hall qui mènerait à sa porte d'embarquement. Maintenant, a dit Michel dans son téléphone, donnant le signal aux officiers positionnés en avant. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé avec la précision chorégraphiée d'une opération bien planifiée. 2 agents de la PAF et l'agent Keller ont convergé vers Daniel depuis différentes directions, coupant les voies de fuite potentielles. Le gendarme Carson s'est avancé pour procéder à l'arrestation, son insigne bien visible à son approche. Daniel Antoine, je suis le gendarme Carson de la Gendarmerie nationale. J'ai un mandat d'arrêt contre vous pour des accusations de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de vol qualifié. De notre position, j'ai pu voir le moment où la panique a remplacé la confusion sur le visage de Daniel. Sa tête a pivoté, cherchant des sorties, mais il était complètement encerclé. Ses épaules se sont affaissées de défaite alors que le gendarme Carson lui passait les menottes. « Je veux le voir », dit soudain Jessica, s'avançant avant que je ne puisse l'arrêter. Je l'ai suivie de près alors qu'elle s'approchait du groupe d'officiers qui entourait maintenant son mari. Les yeux de Daniel se sont agrandis quand il l'a vue, puis se sont rétrécis quand il m'a remarqué derrière elle, resplendissante dans mon uniforme d'huissier. « Jessica », a-t-il commencé, sa voix prenant le ton doux et persuasif que je lui avais entendu utiliser d'innombrables fois. « C'est un malentendu. Je déplaçais juste notre argent pour le protéger de la volatilité du marché. Si tu veux bien. » Laisse tomber, l'a-t-elle coupé, sa voix remarquablement stable. Les virements vers les îles Caïmans, la signature falsifiée sur mon prêt hypothécaire, les comptes vidés, ce n'est pas de la protection, Daniel. C'est du vol. Son regard s'est tourné vers moi, la compréhension se faisant jour. Vous, a-t-il dit sèchement. Vous ne m'avez jamais aimé, vous ne m'avez jamais donné ma chance. J'ai maintenu mon attitude professionnelle, la même expression impassible que j'avais perfectionnée au cours de milliers de procédures judiciaires. Je vous ai donné 5 ans de chance, monsieur Antoine. Vous les avez utilisés pour voler ma fille. L'agent Keller s'est avancé. Nous devons le traiter. Le mandat inclut une fouille de ses effets personnels. Bien sûr, ai-je hoché la tête, une courtoisie professionnelle entre membres des forces de l'ordre. Alors que le gendarme Carson commençait à emmener Daniel, Jessica a crié. Où est Véronique? N'est-elle pas censée être votre compagne de fuite? Quelque chose a vacillé sur le visage de Daniel. La surprise, la confusion. Puis une expression soigneusement vide. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Votre assistante, a insisté Jessica. Celle avec qui vous avez une liaison. Celle qui est mystérieusement absente du travail en même temps que vous décidez de disparaître avec tout notre argent. Le rire de Daniel fut bref et amer. Véronique? Elle est probablement au bureau en ce moment. Elle n'a jamais fait partie de ça. Jessica cligna des yeux, momentanément déstabilisée par cette réponse inattendue. Mais votre note disait que vous aviez trouvé quelqu'un qui vous comprenait mieux. Façon de parler, répondit Daniel, une pointe de son arrogance habituelle revenant malgré les menottes. Il ne s'est jamais agi d'une autre femme, Jessica. Il s'agissait de se libérer des dettes, des obligations, des attentes que je n'ai jamais voulu satisfaire. La révélation a visiblement frappé Jessica, la compréhension qu'elle n'avait pas été remplacée par une autre femme, mais simplement écartée comme un inconvénient. D'une certaine manière, cela semblait plus profond que la trahison financière. J'ai posé une main stabilisatrice sur son épaule alors que les officiers emmenaient Daniel vers le bureau de sécurité de l'aéroport où il serait formellement traité avant son transport au centre de détention. Il partait seul, dit-elle doucement une fois qu'il fut hors de vue. Pendant tout ce temps, je les imaginais ensemble, se moquant de moi, dépensant mon argent,
mais il quittait juste tout le monde. Les narcissiques forment rarement de véritables attachements, ai-je répondu, la guidant vers un coin salon où Michel attendait. La seule relation qui compte pour quelqu'un comme Daniel est celle qu'il entretient avec lui-même. Alors que nous nous asseyions, Michel étala un inventaire préliminaire des objets trouvés en possession de Daniel, 12 000 € en espèces, 5 cartes de crédit à des noms différents, un passeport avec des tampons récents de plusieurs pays connus pour leurs secrets bancaires, et surtout, une clé USB que les analystes découvriraient bientôt contenait des numéros de compte et des codes d'accès pour les comptes offshore qu'il avait établis. C'est un excellent début, nous a assuré Michel. Avec les preuves saisies ici et les ordonnances de gel déjà en place, nous avons de bonnes chances de récupérer une partie importante des fonds volés. Jessica hocha la tête, mais son expression restait troublée. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu manquer les signes, comment j'ai pu me tromper aussi complètement sur quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 5 ans. J'ai pensé aux innombrables victimes que j'avais vues au tribunal, des personnes intelligentes et capables qui avaient été trompées par ceux en qui elles avaient le plus confiance. Les escrocs comme Daniel réussissent parce qu'ils sont experts pour paraître être exactement ce que leurs cibles veulent et ce dont elles ont besoin. Ce n'est pas un reflet sur toi que tu l'aies cru. C'est un témoignage de son habileté à tromper. Alors que nous quittions l'aéroport, le soleil s'était entièrement levé sur ce qui promettait d'être une journée épuisante mais productive de déposition, d'inculpation formelle et de traçage financier continu. Daniel était en garde à vue, mais notre travail ne faisait que commencer. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Jessica alors que nous atteignions la voiture. « Maintenant, dis-je en déverrouillant les portes, nous suivons l'argent. Chaque compte, chaque virement, chaque document falsifié. Nous construisons un dossier si solide que Daniel n'aura d'autre choix que de coopérer s'il veut avoir le moindre espoir de clémence. Ce que je n'ai pas ajouté, c'est la pensée qui se complétait dans mon esprit. Et nous découvrirons jusqu'où va ce terrier de lapin. Parce que 30 ans au tribunal m'avaient appris que les trahisons initiales cachaient souvent des tromperies encore plus grandes qui attendaient d'être découvertes. L'arrestation de Daniel n'était pas la fin de cette histoire. À bien des égards, ce n'était que le commencement. C'est pire que ce que nous pensions, dit sombrement Michel, étalant des documents sur la table de ma salle à manger 3 jours après l'arrestation de Daniel. Jessica et moi avons échangé un regard. Nous avions passé les jours intermédiaires dans un tourbillon de réunions juridiques, d'analyses financières forensiques et de traitements émotionnels. Daniel restait en détention provisoire, sa caution fixée à 500 000 € après que les procureurs eurent soutenu avec succès qu'il présentait un risque de fuite important. Pire, comment, ai-je demandé, bien que l'épaisseur du dossier que Michel avait apporté suggérait une complexité allant au-delà du simple vol. Michel a trié les papiers en piles organisées. L'analyse de la clé USB de Daniel par la brigade financière et l'enquête initiale sur Méridien Conseil indiquent que cela va bien au-delà de vos comptes, Jessica. Daniel semble avoir systématiquement escroqué des clients pendant au moins 3 ans. Ses clients ? Dit Jessica, le souffle coupé. Les gens qui lui ont confié leur fonds de retraite. Exactement. Michel a pointé une feuille de calcul. D'après les premières conclusions, il a détourné environ 3,2 millions d'euros d'au moins 14 clients différents, ciblant principalement des investisseurs âgés ou des femmes récemment gérant de l'argent pour la première fois. Le schéma prédateur me souleva le cœur. Au cours de mes années au tribunal, j'avais vu d'innombrables crimes financiers, mais ceux qui visaient les populations vulnérables m'avaient toujours semblé particulièrement méprisables. Pas étonnant qu'ils pouvaient se permettre notre style de vie, murmura Jessica, les pièces du puzzle s'assemblant. Les vacances de luxe, la voiture chère, l'adhésion au club de golf. J'ai toujours supposé qu'il était juste bon dans son travail. Elle leva les yeux, une nouvelle horreur se dessinant sur son visage. Oh mon Dieu, ces dîners que nous organisions. Étaient-ce des victimes potentielles? L'aidais-je sans le savoir à trouver de nouvelles cibles? L'expression de Michel s'adoucit avec une rare compassion. Vous étiez autant une victime que n'importe qui d'autre, Jessica. Plus encore, car il a utilisé votre bonne réputation pour établir sa crédibilité auprès des autres. J'ai pris la main de Jessica, la trouvant froide et tremblante. Ce n'est pas ta faute. Daniel est un escroc qui s'est trouvé à épouser l'une de ses cibles. Ce qui nous amène à une complication inattendue, a poursuivi Michel, sortant un document particulier. La Direction générale de la sécurité intérieure a officiellement pris en charge l'affaire en raison de la nature interrégionale de la fraude et du nombre de victimes impliquées. Ils élargissent l'enquête pour inclure d'éventuels blanchiments d'argent et fraudes sur les valeurs mobilières. En quoi est-ce une complication, ai-je demandé. On dirait qu'ils prennent ça au sérieux. La complication, a clarifié Michel. C'est qu'ils veulent que Jessica coopère à la constitution du dossier plus large. Plus précisément, ils souhaitent qu'elle témoigne sur les activités de Daniel, ses associations professionnelles et tout document qu'elle aurait pu voir ou signer sans le savoir. Jessica Asiradressa. Bien sûr, je coopérerai. Je veux qu'il soit tenu pour responsable. Ce n'est pas si simple, a prévenu Michel.
Coopérer signifie potentiellement être nommé dans des documents judiciaires, donner des dépositions, témoigner en audience publique. Votre association avec Daniel, aussi innocente soit-elle, deviendra une partie du dossier public. Cela pourrait affecter votre réputation professionnelle, votre solvabilité, même vos futures opportunités d'emploi. L'implication pesait lourdement dans la pièce. La carrière de Jessica en communication d'entreprise avait déjà été compromise par son absence prolongée pendant cette crise. Une association publique avec une affaire de fraude majeure pourrait rendre la recherche d'un nouvel emploi considérablement plus difficile. Quelle est l'alternative ? Demanda-t-elle doucement. Nous concentrer uniquement sur la récupération de vos fonds personnels. Laissez la DGSI monter son dossier plus large sans votre implication directe. Cela pourrait signifier un processus de récupération un peu plus lent pour vous, mais une plus grande protection de votre vie privée. J'ai regardé Jessica réfléchir à cela, voyant la même lutte interne que j'avais observée lorsqu'elle était enfant face à des choix difficiles, la pesée de l'avantage personnel contre des principes plus larges. Si je n'aide pas, dit-elle lentement, qu'arrivera-t-il aux autres victimes ? Les clients âgés, les veuves ? La DGSI poursuivra toujours l'affaire, l'a assuré Michel. Ils ont des preuves substantielles grâce à la clé USB et au dossier de Daniel. Votre témoignage renforcerait leur position, mais ce n'est pas le seul facteur déterminant. Jessica resta silencieuse un long moment, sans regard lointain. Quand elle a finalement parlé, sa voix portait une résolution qui me rappelait puissamment son père. Je dois les aider. Ces gens ont fait confiance à Daniel en partie à cause de moi, parce que j'étais l'épouse respectable qui le légitimait à leurs yeux. Si mon témoignage aide à récupérer leurs économies ou l'empêche de nuire à d'autres, c'est plus important que de protéger ma vie privée. La fierté gonfla ma poitrine. Malgré tout ce que Daniel lui avait pris, argent, sécurité, confiance, il n'avait pas réussi à voler sa décence fondamentale. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, a dit Michel, son expression grave. En examinant les effets personnels de Daniel saisis lors de l'arrestation, les enquêteurs ont trouvé des documents suggérant que ce n'est pas sa première manœuvre financière. Ils l'ont lié à des opérations similaires en Espagne et en Suisse, sous des noms différents. Des noms différents, répéta Jessica, la confusion évidente dans sa voix. Michel hocha la tête, faisant glisser une photocopie sur la table. 3 permis de conduire avec la photo de Daniel, mais des noms différents, David Collins, Christophe Benoît et Daniel Antoine. Le vrai nom de votre mari semble être Nathan Chevalier, expliqua doucement Michel. Il assume de nouvelles identités et mène des combines similaires depuis environ 12 ans. Jessica fixa le document, son monde s'effondrant visiblement davantage. Je ne connaissais même pas son vrai nom, murmura-t-elle. Qui ai-je épousé ? Un escroc professionnel, dis-je, les pièces s'emboîtant avec une clarté écœurante. Le charme, le passé commodément vague, l'expertise pour séparer les gens de leur argent. Ce n'était pas seulement son travail, c'était toute son identité. Il y a plus, continua Michel à contre-cœur. L'enquête préliminaire suggère qu'il a au moins 2 autres mariages qui n'ont jamais été légalement dissous. Ce qui signifie que mon mariage n'a jamais été valide, termina Jessica, un rire étrange lui échappant. Je ne suis même pas légalement sa femme. Je ne sais pas si je dois être dévastée ou soulagée. Les révélations continuaient de s'accumuler alors que Michel nous guidait à travers les premières conclusions de la DGSI. Nathan Chevalier avait opéré dans au moins 4 pays, ciblant des communautés aisées avec de grandes populations de retraités. Son schéma était constant. S'établir comme conseiller financier, constituer une base de clients grâce à des relations sociales, siphonner progressivement les fonds tout en fournissant des relevés falsifiés, puis disparaître lorsque la découverte devenait imminente ou qu'il avait accumulé une richesse suffisante. Ce qui rend cette affaire particulièrement significative, expliqua Michel, c'est que nous l'avons attrapé avant qu'il ne puisse complètement disparaître. Dans les cas précédents, les victimes ne découvraient le vol que lorsqu'il était parti depuis longtemps, la piste refroidit. À cause de maman, dit Jessica, me lançant un regard qui contenait à la fois de la gratitude et une blessure persistante face à mes années de vigilance silencieuse. Parce qu'elle a reconnu ce qu'il était quand je ne le pouvais pas. Le mérite vous revient à toutes les deux, corrigea Michel. Votre action immédiate lorsque vous avez découvert le vol, Jessica, a été cruciale. De nombreuses victimes perdent de précieux jours dans le déni ou la confusion. Alors que Michel rassemblait ses documents pour partir, promettant des mises à jour au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête fédérale, Jessica resta à table, fixant la photocopie des fausses identités de Nathan. « Je suis une femme intelligente, dit-elle une fois que nous fûmes seuls. J'ai un master. Je gère les communications pour de grands clients d'entreprise. Comment ai-je pu ne pas voir ça ? » Je m'assis à côté d'elle, choisissant mes mots avec soin. Les escrocs comme Nathan, ou quel que soit son vrai nom, réussissent précisément parce qu'ils ciblent des personnes intelligentes et accomplies. Si tu étais vraiment crédule ou peu sophistiqué, tu n'aurais pas eu les ressources qui valaient la peine d'être volées. C'est une maigre consolation, murmura-t-elle.
Il y a autre chose à considérer, ai-je ajouté. Ton père n'était parti que depuis 3 ans quand tu as rencontré Daniel. Tu étais encore en deuil, t'adaptant encore à son absence. Daniel offrait la sécurité, l'expertise financière, des choses que Robert avait fournies avant sa mort. Elle leva brusquement les yeux. Tu penses que j'essayais de remplacer papa? Pas consciemment, ai-je clarifié. Mais le deuil crée des vulnérabilités même chez les personnes les plus fortes. Nathan a senti cela et l'a exploité. C'est ce que font les prédateurs. Ils identifient les besoins émotionnels et se positionnent comme la solution. Jessica resta silencieuse un long moment, absorbant cette perspective. Quand est-ce que la honte disparaît? Demanda-t-elle finalement. Le sentiment que j'aurais dû savoir. J'ai pensé aux milliers de victimes que j'avais vues passer au tribunal pendant 3 décennies. Des femmes âgées dignes escroquées de leur fonds de retraite. Des hommes d'affaires prospères pris dans des fraudes à l'investissement. Des jeunes gens intelligents séduits par des arnaques sentimentales. Tous posant une version de la même question. Comment ai-je pu être si aveugle? La honte s'estompe quand tu réalises que la confiance n'est pas une faiblesse, lui ai-je dit. Nathan n'a pas réussi parce que tu étais stupide. Il a réussi parce que tu as la capacité humaine normale et saine de faire confiance. C'est lui qui est brisé, pas toi. Alors que le soir tombait autour de nous, Jessica est finalement montée prendre une douche et se reposer. Je suis restée à la table de la salle à manger, entourée par la traînée de papier de la tromperie qui avait presque détruit la vie de ma fille. L'huissier en moi reconnaissait les schémas familiers de la fraude et de la manipulation calculée. La mère en moi brûlait d'une fureur froide que quelqu'un ait délibérément ciblé mon enfant. Demain apporterait plus de révélations, plus de complexité juridique, plus de réalisations douloureuses pour Jessica, mais ce soir m'avait montré quelque chose de crucial sous le choc et le chagrin. La boussole morale de ma fille restait intacte. Lorsqu'on lui a offert un chemin plus facile qui aurait pu protéger sa réputation aux dépens d'autres victimes, elle avait choisi la voie plus difficile de la coopération totale. Nathan avait volé son argent et brisé sa confiance, mais il n'avait pas réussi à briser son caractère fondamental. Dans le langage du tribunal où j'avais passé ma carrière, c'était la preuve la plus accablante contre lui, et le signe le plus prometteur de la guérison éventuelle de Jessica. Il y a 2 autres épouses, a déclaré l'agent de la DGSI, Diana Keller, son tailleur-pantalon impeccable et son regard direct projetant une efficacité professionnelle. Toutes 2 encore en vie, toutes 2 encore légalement mariées à Nathan Chevalier, et toutes 2 financièrement dévastées par ses combines. Une semaine s'était écoulée depuis notre réunion avec Michel sur l'enquête fédérale en expansion. Jessica et moi étions maintenant assises dans une salle de conférence privée au bureau de la DGSI, où l'agent Keller nous avait convoqués pour ce qu'elle a décrit comme un développement significatif dans l'affaire. Jessica se pencha en avant, les mains jointes fermement sur la table polie. Vous les avez trouvées? Les autres femmes qu'il a épousées? Oui, a confirmé l'agent Keller en ouvrant un dossier contenant des photographies. Olivia Winters, 41 ans, mariée à Nathan quand il utilisait le nom de David Collins à Tampa, en Floride, et Elena Suarez, 38 ans, mariée à lui en tant que Christophe Benoît à Phoenix, en Arizona. Elle a fait glisser les photographies sur la table. 2 femmes, toutes 2 séduisantes et d'apparence professionnelle, toutes 2 avec la même expression hantée que j'avais vue dans les yeux de Jessica depuis ce coup frappé à ma porte à 2 heures du matin. Aucun des 2 mariages n'a jamais été légalement dissous, a poursuivi l'agent Keller. Ce qui signifie que Nathan Chevalier a commis la bigamie 3 fois de suite. Plus important encore pour notre affaire, il a utilisé chaque mariage pour établir sa crédibilité et accéder à des clients d'investissement dans chaque endroit. Jessica a étudié les photographies, son expression illisible. Leur avez-vous parlé? Savent-elles pour moi? L'une pour l'autre? Nous avons longuement interrogé les 2 femmes, a confirmé l'agent Keller. Elles ont été initialement identifiées grâce aux documents saisis sur Monsieur Chevalier au moment de son arrestation, et elles ont été extrêmement coopératives avec notre enquête. Elle a hésité brièvement avant de continuer, ce qui m'amène à l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Nous pensons qu'il y aurait une valeur significative à ce que vous 3 compariez vos expériences, vos chronologies et vos dossiers financiers. Des schémas que nous pourrions manquer individuellement pourraient devenir évidents lorsque vos histoires seront examinées collectivement. Vous voulez que nous nous rencontrions? A demandé Jessica, la surprise évidente dans sa voix. Une vidéoconférence sécurisée dans un premier temps, a précisé l'agent Keller. Si vous êtes à l'aise pour aller plus loin après cela, peut-être une réunion en personne à mesure que l'affaire progresse vers le procès. J'ai observé Jessica attentivement, consciente que cela représentait un autre obstacle émotionnel dans un processus déjà écrasant. Rencontrer les autres victimes de Nathan était une chose. Rencontrer des femmes qui avaient également cru être sa femme entrait dans un territoire psychologique entièrement différent. Qu'est-ce que cela accomplirait au-delà de la comparaison de notes? Ai-je demandé, mes instincts protecteurs faisant surface. Jessica a déjà accepté de coopérer pleinement avec votre enquête. L'agent Keller a hoché la tête, reconnaissant l'inquiétude derrière ma question.
Au-delà de la valeur pour l'enquête, il y a aussi un aspect financier pratique. Les 3 femmes ont des créances potentielles sur tous les actifs récupérés. Établir une relation de collaboration maintenant plutôt qu'une relation conflictuelle plus tard pourrait simplifier le processus de récupération pour toutes les personnes concernées. Jessica était devenue silencieuse, étudiant toujours les photographies. Combien de temps est-il resté avec elle? Demanda-t-elle finalement, avant de disparaître. 4 ans avec Olivia, 3 avec Elena, a répondu l'agent Keller. Vous semblez avoir été sa plus longue relation, avec 5 ans. Un rire amer a échappé à Jessica. Quelle chance! J'ai la version longue de l'arnaque. En fait, a dit prudemment l'agent Keller, la durée prolongée dans votre cas pourrait être significative. D'après les preuves que nous avons recueillies, Nathan Chevalier maintenait généralement chaque identité pendant environ 3 à 4 ans avant de passer à autre chose. Quelque chose dans votre situation l'a poussé à prolonger sa chronologie. J'ai considéré cette nouvelle information. La différence, c'est peut-être moi, ai-je suggéré. Dans ses relations précédentes, y avait-il de la famille à proximité, des gens qui surveillaient de près? L'expression de l'agent Keller montrait une appréciation professionnelle pour cette perspicacité. Ni Olivia ni Elena n'avaient d'implication familiale proche. Les parents d'Olivia sont décédés et la famille d'Elena est au Mexique, avec des contacts limités. Donc, j'étais la complication, ai-je conclu. La belle-mère huissier de justice qui ne lui a jamais fait entièrement confiance. Ce qui a peut-être finalement protégé Jessica de dommages financiers pires, a noté l'agent Keller. Notre analyse suggère qu'il préparait sa sortie depuis au moins 1 an, mais en agissant plus prudemment que dans ses opérations précédentes. Jessica a finalement levé les yeux des photographies. Je veux les rencontrer, a-t-elle décidé. Ces femmes, si nous avons toutes vécu le même cauchemar, peut-être qu'ensemble nous pourrons y trouver un sens, ou au moins aider à garantir qu'il ne puisse plus faire ça à personne d'autre. L'agent Keller a hoché la tête, satisfait de la réponse. J'organiserai la vidéoconférence pour demain matin si cela convient à votre emploi du temps. Alors que nous quittions le bâtiment fédéral par la suite, Jessica était inhabituellement silencieuse, perdue dans ses pensées alors que nous marchions vers le parking. « Es-tu sûre de ça ?» ai-je demandé doucement en arrivant à ma voiture. Rencontrer les autres épouses sera forcément compliqué sur le plan émotionnel. « Épouse » a-t-elle répété, testant le mot. « Légalement, la femme est Elena, techniquement, puisqu'elle était la première. Olivia et moi n'avons jamais été légalement ses épouses. » Elle a secoué la tête, un triste sourire effleurant ses lèvres. N'est-ce pas absurde? Je suis en fait contrariée de ne pas être légalement mariée à un homme qui m'a volé, ainsi que d'innombrables autres. Ce n'est pas absurde, les jeux assurés en déverrouillant la voiture. Le mariage a une signification émotionnelle et sociale profonde, indépendamment des technicalités juridiques. Découvrir que le tien n'était pas légalement valide est une autre perte à traiter. Pendant le trajet de retour, Jessica a finalement exprimé la question que je sentais la troubler depuis les révélations de l'agent Keller. Penses-tu qu'il s'est déjà soucié de l'une d'entre nous? Même un peu, ou étions-nous toutes juste un accès pratique à des cibles financières? C'était la question à laquelle chaque victime de fraude relationnelle était finalement confrontée. Y avait-il eu quelque chose de réel? Y avait-il eu des moments de connexion authentique au milieu de la tromperie calculée? Le besoin de croire que nous n'avons pas été complètement aveugles, que nous avons reconnu au moins une part de vérité au milieu des mensonges, est profondément ancré dans la psychologie humaine. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Les gens comme Nathan Chevalier fonctionnent différemment de ceux qui ont une capacité émotionnelle normale. Ils peuvent simuler l'affection de manière convaincante tout en ressentant très peu d'attachement réel. Ce n'est pas très réconfortant, murmura Jessica. Je sais. Mais voici ce que je sais avec certitude, ai-je continué. Qu'il ait ressenti quelque chose d'authentique ou non ne reflète rien sur toi ou sur ta capacité à aimer. Tu as apporté une émotion réelle, un engagement réel à ta relation. Que ses qualités aient été exploitées plutôt que réciproques témoigne de ses déficiences, pas des tiennes. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence sécurisée au cabinet de Michel, où la DGSI avait organisé l'appel vidéo avec Olivia et Elena. Le personnel technique s'est assuré que la connexion était correctement cryptée, puis nous a laissés seuls avec l'agent Keller pour attendre l'arrivée des autres. Jessica s'était habillée avec soin pour la réunion. Professionnelle, mais pas trop formelle, comme si elle assistait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une confrontation profondément personnelle avec les autres victimes de son mari. J'ai reconnu ce choix comme une armure psychologique, la même approche que j'avais vue d'innombrables témoins adopter au tribunal face à un témoignage difficile. L'écran a pris vie, révélant une vue partagée de 2 femmes dans des salles de conférences similaires. Olivia, blonde et élégante à Tampa. Elena, brune et distinguée à Phoenix. Pendant un moment, personne n'a parlé. 3 femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées partageaient pourtant la forme la plus intime de trahison, s'observant simplement à travers l'espace numérique. Eh bien,
a finalement dit Olivia, son léger accent du sud brisant le silence. Je suppose que nous formons maintenant le club le plus exclusif du monde. Les femmes qui pensaient être mariées à Nathan Chevalier. L'humour inattendu a brisé la tension. Elena a souri faiblement, et Jessica a laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Je suis Jessica, s'est présentée ma fille. Et voici ma mère, Suzanne. L'huissier, a noté Elena, son regard se tournant vers moi. L'agent Keller a mentionné que vous avez joué un rôle déterminant dans sa capture. Au nom des femmes du monde entier, merci. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance, mais j'ai gardé ma concentration sur Jessica. C'était sa conversation, son processus à naviguer. J'étais présente en tant que soutien, pas pour diriger la discussion. Pendant les 2 heures qui ont suivi, les 3 femmes ont partagé leurs histoires, comment elles ont rencontré Nathan sous ses diverses identités, les fréquentations qui révélaient maintenant des schémas identiques, la consolidation progressive du contrôle financier, et enfin, les découvertes dévastatrices de sa trahison. Les similitudes étaient frappantes. Les 3 femmes étaient des professionnelles accomplies. Toutes avaient connu une perte récente avant de le rencontrer. Toutes avaient été progressivement isolées de leurs amis proches qui auraient pu remarquer des signes avant-coureurs. Il m'a dit que mes amis étaient jaloux de notre relation, se souvint Olivia, secouant la tête devant sa propre vulnérabilité. Et je l'ai cru parce que c'était plus facile que de remettre en question leurs inquiétudes. Avec moi, c'était mon frère, a ajouté Elena. Carlos n'a jamais fait confiance à David, ou Christophe, ou quel que soit son vrai nom. Nathan a réussi à créer tellement de tensions que j'ai fini par ne plus inviter mon frère chez nous. Jessica a hoché la tête en signe de reconnaissance. Il trouvait constamment des défauts à ma meilleure amie de l'université jusqu'à ce que j'arrête simplement d'essayer de maintenir l'amitié. C'était plus facile de préserver la paix. Alors qu'elles continuaient à comparer leurs expériences, j'ai observé quelque chose de remarquable se produire. À chaque histoire partagée, à chaque tactique de manipulation reconnue, un poids visible semblait se lever des 3 femmes. L'isolement qui aggrave si souvent le traumatisme de la fraude, la conviction que vous seul avez été assez stupide pour être trompé, se dissolvait dans la reconnaissance d'une expérience partagée. Il vous a dit à toutes les 2 qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, demanda Jessica à un moment donné, se penchant en avant avec une intensité soudaine. Olivia et Elena ont toutes 2 hoché la tête. Une condition médicale due à une maladie infantile, a confirmé Olivia. Il m'a montré des rapports de médecins, a ajouté Elena. Très officiel. Jessica s'est adossée, une étrange expression traversant son visage. Il m'a dit la même chose. Je me suis toujours demandé. Elle s'est interrompue, laissant sa pensée inachevée. Alors que la réunion se terminait avec des arrangements pour une collaboration future, j'ai remarqué un changement subtil mais significatif dans le comportement de Jessica, un redressement de ses épaules, une clarté dans son regard qui manquait depuis la trahison de Nathan. En retournant à la voiture par la suite, elle a finalement terminé sa pensée interrompue de la réunion. Je me suis toujours demandé si j'étais en quelque sorte déficiente parce que nous n'avons jamais conçu d'enfant malgré l'absence de protection. Il m'a laissé croire que c'était peut-être de ma faute, tout en sachant depuis le début qu'il avait créé un mensonge pratique. La profondeur de la manipulation psychologique me fit bouillir le sang, mais je gardai un ton mesuré. Une autre cruauté calculée. Voulais-tu des enfants avec lui? Je pensais que oui, dit-elle pensivement. Mais maintenant, je suis soulagée. Peux-tu imaginer s'il y avait eu un enfant impliqué dans tout ça? Une autre victime innocente de ces combines. La sagesse de son observation m'a rappelé que la guérison commence souvent par la reconnaissance des désastres évités de justesse à côté de ceux qui ont été vécus. Alors que nous rentrions à la maison, Jessica continuait à digérer la réunion, trouvant de la force dans les liens tissés avec des femmes qui comprenaient vraiment son expérience, d'une manière que même moi, avec toute ma sagesse de tribunal et mon amour maternel, ne pouvais pas. Elles reconstruisent toutes les 2 leur vie, a-t-elle noté. Olivia a sa propre entreprise maintenant. Elena est en faculté de droit. Elles ne l'ont pas laissé détruire leur avenir. Toi non plus, l'ai-je assuré, entrevoyant dans sa détermination renouveler la fille résiliente que j'avais élevée, celle qui était toujours sortie plus forte des défis de la vie. Nathan Chevalier avait sous-estimé les 3 femmes qu'il avait prétendu être ses épouses, mais sa plus grande erreur de calcul avait été de supposer que la relation de Jessica avec moi était aussi superficielle et manipulable que les liens familiaux qu'il avait rencontrés auparavant. Il n'avait jamais compris qu'en ciblant ma fille, il avait involontairement défié une femme qui avait passé 30 ans à regarder la justice se dérouler dans toute sa puissance méthodique et inexorable. Une femme qui savait exactement comment mettre en marche ses rouages lorsque quelqu'un qu'elle aimait était menacé. Nous avons gelé environ 1,8 million d'euros d'actifs directement liés à Nathan Chevalier, a annoncé l'agent Keller, sa satisfaction évidente malgré son attitude professionnelle. Cela représente environ 60% de ce que nous pensons qu'il a volé à ses clients et dans ses relations personnelles au cours de la dernière décennie. Un mois s'était écoulé depuis la première vidéoconférence avec Olivia et Elena. Pendant ce temps,
L'enquête financière de la DGSI s'était considérablement étendue, traçant l'argent à travers un réseau labyrinthique de comptes, de sociétés écrans et d'échanges de crypto-monnaies. Jessica, Olivia et Elena avaient établi un modèle de communication régulier, partageant des documents et des souvenirs qui fournissaient à plusieurs reprises de nouvelles pistes aux enquêteurs. Nous étions maintenant assises dans le bureau du procureur, Jessica et moi, rejointes par Michel, l'agent Keller et le substitut du procureur, Jacques Donovan, un homme sérieux aux cheveux prématurément gris et à l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait passé sa carrière à poursuivre les criminels en col blanc. La bonne nouvelle, a poursuivi Donovan, c'est que nous avons une voie claire pour récupérer la plupart de ces actifs gelés pour les distribuer aux victimes. Le défi est d'établir une méthode de distribution équitable étant donné le nombre de victimes et les différents niveaux de préjudice financier. Jessica S.E. Pencha, en avant. Qu'en est-il de l'argent qui n'a pas été récupéré? Les 40% restants? Keller et Donovan ont échangé un regard. Nous pensons qu'une partie importante a été convertie en espèces ou en actifs physiques que nous n'avons pas encore localisés. D'après les schémas de ces opérations précédentes, Nathan a probablement des entrepôts ou des coffres-forts dans plusieurs endroits, c'est là que votre coopération continue devient particulièrement précieuse, a ajouté Donovan. Chacune de vous, Olivia et Elena, pourriez détenir sans le savoir des informations qui pourraient nous mener à ces actifs cachés, un commentaire anodin qu'il a fait, un endroit qu'il visitait à plusieurs reprises, des habitudes que vous avez observées pendant vos relations. Jessica hocha la tête pensivement. Il était toujours méticuleux pour gérer certaines courses seul. Des voyages mensuels qu'il insistait pour faire lui-même, généralement dans des endroits à au moins 1 heure de chez nous. C'est exactement le genre de schéma que nous recherchons, a confirmé l'agent Keller. Nous avons déjà identifié 3 entrepôts grâce aux informations d'Olivia et Elena. Chacun contenait des actifs physiques, des pièces d'or, des bijoux, des montres de collection d'une valeur totale d'environ 85 000 €. L'approche méthodique de la récupération des actifs me rappelait d'innombrables affaires de criminalité financière dont j'avais été témoin depuis mon poste d'huissier. Le dénouement patient de schémas complexes, le réassemblage progressif de puzzles financiers conçus pour semer la confusion et tromper. Ce qui rendait cette affaire inhabituelle, c'était l'élément personnel. Les victimes n'étaient pas seulement des investisseurs sans visage ou des sociétés éloignées, mais des femmes qui avaient partagé leur vie, leur foyer, leurs rêves avec l'auteur des faits. Qu'en est-il de nos récupérations financières individuelles? A demandé Jessica. La question pratique qui affectait le plus directement son avenir immédiat. L'argent qu'il a pris de mes comptes, le prêt hypothécaire frauduleux. Votre cas étant fait le plus simple, est intervenu Michel. Puisque nous l'avons attrapé avant qu'il ne puisse déplacer la plupart de vos fonds à l'étranger, nous avons déjà obtenu des ordonnances judiciaires vous restituant environ 162 000 €. Cela représente environ 65% de ce qui a été pris de vos comptes personnels et joints. Un soulagement visible a envahi le visage de Jessica, la première bonne nouvelle concrète en un mois de révélation et de complexité juridique. Les fonds devraient être libérés sur vos nouveaux comptes dans les 72 heures, a confirmé Michel. Le prêt hypothécaire a été invalidé sur la base des preuves de falsification, donc ce n'est plus un souci. Votre maison est en sécurité. J'ai serré la main de Jessica, partageant son soulagement face à ce progrès tangible. La récupération financière n'effacerait pas les dommages émotionnels de la trahison, mais elle fournirait une stabilité pratique essentielle alors qu'elle reconstruisait sa vie. Il y a un autre sujet que nous devons aborder, a dit Donovan, son ton changeant légèrement. Nathan Chevalier a proposé de coopérer avec notre enquête en échange d'une certaine considération lors de la détermination de sa peine. Jessica se raidit à côté de moi. Quel genre de coopération? Des informations sur l'emplacement d'actifs supplémentaires, a expliqué l'agent Keller. Les noms de complices qui l'ont aidé à établir de fausses identités et à déplacer de l'argent. Les détails d'autres schémas financiers dont il pourrait avoir connaissance. Et qu'obtiendrait-il en retour? Ai-je demandé, la professionnelle du tribunal en moi évaluant automatiquement l'accord potentiel. Nous envisageons de recommander une peine de 15 à 20 ans plutôt que les 25 à 30 ans auxquels il est susceptible de faire face sans coopération, a répondu franchement Donovan. Aucune possibilité de sursis, aucune réduction des exigences de restitution financière. Jessica resta silencieuse un long moment, digérant ce développement. Quand elle a finalement parlé, sa voix était stable. Sa coopération aidera-t-elle à récupérer plus de fonds pour ses victimes? Pas seulement moi, mais les clients âgés, Olivia, Elena, tout le monde. Potentiellement, oui, a confirmé l'agent Keller. Surtout s'il révèle l'emplacement d'actifs physiques ou de comptes offshore que nous n'avons pas encore identifiés. Jessica hocha lentement la tête. Alors je ne m'y opposerai pas. L'argent compte plus pour ses victimes que le fait qu'il purge 15 ou 30 ans. De toute façon, sa vie telle qu'il la connaissait est terminée. La maturité de sa réponse, privilégiant la récupération pratique pour toutes les victimes plutôt qu'une punition maximale, me remplit d'une fierté silencieuse.
Tout au long de cette épreuve, Jessica avait constamment fait preuve d'une capacité de perspective qui témoignait de son caractère fondamental. Alors que nous quittions le bâtiment fédéral après avoir finalisé les détails du processus de récupération des actifs, Jessica semblait plus légère, plus présente qu'elle ne l'avait été depuis ce coup frappé à ma porte à 2 heures du matin. « Je peux aller de l'avant maintenant », a-t-elle dit alors que nous marchions vers la voiture. Avec de l'argent réel sur mes comptes, la maison en sécurité, je peux commencer à reconstruire. Oui, ai-je convenu, le soulagement évident dans ma voix. Les fondations pratiques sont en cours de restauration. La reconstruction émotionnelle prendra plus de temps, mais tu es déjà bien engagée sur cette voie aussi. Jessica resta silencieuse un moment, puis posa la question que je sentais se former depuis des semaines. Combien de temps puis-je rester avec toi, maman? Je sais que la maison est de nouveau légalement à moi, mais l'idée d'y vivre seule avec tous ses souvenirs. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, l'ai-je assuré immédiatement. Des mois, des années, ce qui te semblera juste. La chambre d'amis est à toi. L'espace que j'avais préparé des mois plus tôt, sentant que Jessica pourrait un jour avoir besoin d'un refuge, était devenu son sanctuaire pendant cette crise. Initialement conçu comme un logement d'urgence temporaire, il était devenu un véritable foyer, un endroit où elle pouvait traiter son traumatisme tout en étant entourée de soutien. Je pensais, a-t-elle dit avec hésitation pendant que nous roulions, à la suite professionnelle. Mon agence de communication a été incroyablement compréhensive au sujet de mon congé prolongé, mais je ne suis pas sûre de vouloir retourner au travail en entreprise. Que envisages-tu à la place? Ai-je demandé, curieuse de cette nouvelle direction dans sa réflexion. Olivia a mentionné que son organisation d'éducation financière se développe, a expliqué Jessica. Ils éduquent les gens, en particulier les femmes, sur l'autoprotection financière, les bases de l'investissement, comment reconnaître les signes avant-coureurs de la fraude. Elle pense que mon expérience en communication pourrait être précieuse pour développer leurs programmes et leurs messages. L'élégante symétrie de cette voie potentielle, transformer un traumatisme personnel en protection pour les autres, me parut à la fois curative et pleine de sens. Cela ressemble à un travail qui a du sens, ai-je observé. Utiliser tes compétences professionnelles pour empêcher que ce qui t'est arrivé n'arrive à d'autres. Ça ne paierait pas aussi bien que la communication d'entreprise, a-t-elle reconnu. Du moins pas au début, c'est pourquoi avoir un endroit où rester pendant ma transition serait si utile. Considère que c'est réglé, l'ai-je assuré. Ton logement est sécurisé aussi longtemps que tu en auras besoin. Ce soir-là, alors que Jessica coordonnait avec la banque la récupération de ses fonds, je me suis surprise à réfléchir à l'étrange voyage que nous avions parcouru depuis ce coup frappé au milieu de la nuit. La crise immédiate avait évolué vers une récupération méthodique, financière, émotionnelle et pratique. La victime choquée qui était apparue tremblante à ma porte se réaffirmait progressivement comme la femme confiante et déterminée que j'avais élevée. Mon téléphone a sonné avec un SMS de l'agent Keller. Mandat de perquisition exécuté au coffre-fort de Tulsa sur la base de la coopération de chevaliers. Récupérer environ 215 000 € en obligations négociables et pièces de collection. Plus de fonds de victimes sécurisés. J'ai montré le message à Jessica, qui a souri avec une satisfaction sombre. Tu vois, sa coopération aide déjà à récupérer plus pour les victimes. Cela compte plus que le fait qu'il purge 15 ou 30 ans. Tu as remarquablement bien gardé ta perspective à travers tout ça, ai-je noté, impressionné par sa capacité continue à voir au-delà de la vengeance personnelle vers la justice pratique. Jessica resta silencieuse un moment, puis dit quelque chose qui révéla à quel point elle avait profondément traité l'expérience. J'ai réalisé qu'il y a deux types de justice, maman. Celle qui punit les malfaiteurs et celle qui restaure ce qui a été pris. Les deux sont importantes, mais pour les victimes, la restauration est généralement plus curative que la punition. Cette perspicacité me frappa comme profonde, venant particulièrement de quelqu'un en plein traitement de sa propre victimisation. Au cours de mes 30 années au tribunal, j'avais en effet été témoin de la différence entre les affaires axées principalement sur la punition des délinquants et celles structurées pour restaurer les victimes. Ces dernières, bien que souvent moins satisfaisantes sur le plan dramatique, produisaient généralement une guérison plus complète pour les personnes lésées. C'est une sagesse que beaucoup de gens dans le système judiciaire ne saisissent jamais pleinement, lui ai-je dit, avec une admiration sincère dans ma voix. Alors que nous étions assis ensemble dans l'obscurité croissante du soir, j'ai reconnu que quelque chose de fondamental avait changé dans notre relation à travers cette épreuve. La dynamique mère-fille avait évolué vers quelque chose de plus équilibré, un partenariat de respect mutuel et d'objectifs partagés. Mon rôle s'était étendu au-delà de celui de parent protecteur pour inclure celui de mentor, de collègue et d'allié dans une lutte pour la justice qui était devenue notre mission commune. Nathan Chevalier avait ciblé Jessica, la croyant isolée et vulnérable malgré son succès apparent. Son erreur de calcul fondamentale avait été de ne pas reconnaître la force du lien qui nous unissait, un lien qui non seulement avait survécu à ses manipulations,
mais qui en était sorti renforcé par le processus de riposte. Certains prédateurs, ai-je réfléchi, font l'erreur de ne voir que la vulnérabilité apparente de leur victime choisie, manquant entièrement la résilience et les ressources qui se trouvent sous la surface. Nathan avait vu le cœur chaleureux et la nature confiante de Jessica comme des faiblesses à exploiter, n'imaginant jamais que ces mêmes qualités la connecteraient à un réseau de soutien qui assurerait finalement sa chute. C'était une leçon que le tribunal m'avait enseignée à plusieurs reprises pendant 3 décennies. La justice peut se mouvoir méthodiquement, mais lorsqu'elle est correctement engagée, elle se dirige inexorablement vers la vérité. La cour. Levez-vous. La séance est ouverte. Madame la juge Martha Chevalier préside. 6 mois après l'arrestation de Nathan Chevalier, je me tenais à ma place habituelle dans la salle d'audience numéro 3 du tribunal de grande instance, appelant à l'ordre pour son audience de détermination de peine. Après de longues négociations, il avait plaidé coupable à 27 chefs d'accusation de fraude électronique, d'usurpation d'identité, de fraude sur les valeurs mobilières et de bigamie en échange de sa coopération continue avec les autorités enquêtant sur des crimes financiers connexes. Ma présence en tant qu'huissier audiencier pour cette audience particulière était inhabituelle. Normalement, je me serais récusé étant donné mon lien personnel avec l'affaire, mais la juge Chevalier, consciente de toutes les circonstances, avait spécifiquement demandé que je serve, croyant que cela envoyait un message important sur l'intégrité du système judiciaire. La mère d'une victime, qui se trouve également être un officier de justice, ne devrait pas avoir à se retirer, avait-elle déclaré lorsque la défense avait initialement soulevé des préoccupations. Au contraire, sa présence démontre que la justice s'applique également, indépendamment des liens personnels. Alors que Nathan était conduit dans la salle d'audience en tenue de prisonnier orange, menotté et flanqué de gendarmes, nos regards se sont brièvement croisés. Au cours des mois écoulés depuis son arrestation, il avait visiblement vieilli. La coupe de cheveux de créateur avait repoussé, révélant des cheveux gris naturels, la posture confiante était diminuée par l'enfermement, le sourire charmant remplacé par une impassibilité calculée. Derrière moi, dans la galerie, était assise Jessica, flanquée d'Olivia et d'Elena. Les 3 femmes avaient développé un lien remarquable à travers leur expérience partagée, transformant la gêne initiale en une amitié sincère et un soutien mutuel. Ensemble, elles avaient fourni des témoignages et des preuves cruciaux qui avaient considérablement renforcé le dossier de l'accusation. La juge Chevalier, une femme redoutable dont la réputation d'équité n'avait d'égal que son intolérance à la tromperie, a examiné le dossier avant de s'adresser à l'accusé. À Monsieur Chevalier, avant que je ne prononce la sentence, vous avez le droit de faire une déclaration à cette cour. Souhaitez-vous le faire? Nathan se leva, son avocat à ses côtés. Le charmant conseiller financier qui avait conquis le cœur de Jessica n'était plus visible dans la silhouette soumise qui s'adressait maintenant à la cour. Madame la juge, j'accepte la responsabilité de mes actes et du mal que j'ai causé, a-t-il commencé, sa voix manquant de l'assurance douce dont je me souvenais. Ma coopération a été offerte de bonne foi, et je continuerai à aider les autorités à récupérer les actifs pour mes victimes. Je reconnais qu'aucune excuse ne peut réparer les dommages que j'ai causés, mais je suis sincèrement désolé. La déclaration préparée, probablement rédigée par son avocat pour maximiser la clémence de la sentence, sonnait creux dans la salle d'audience. Derrière moi, j'ai entendu l'une des femmes, Elena je crois, émettre un léger son d'incrédulité. La juge Chevalier a étudié Nathan un long moment avant de parler. Monsieur Chevalier, cette cour a pris en considération votre plaidé coupable et votre coopération ultérieure. Nous avons également pris en considération le préjudice extraordinaire que vous avez causé, non seulement un préjudice financier, bien qu'il soit substantiel, mais aussi des dommages émotionnels et psychologiques profonds à des personnes qui vous ont fait entièrement confiance. Elle a soulevé un document de son bureau. J'ai ici les déclarations des victimes, 32 personnes dont la vie a été directement affectée par vos combines. Elles décrivent des économies de retraite perdues, des fonds universitaires épuisés, des maisons réhypothéquées sans consentement, et le plus troublant, la perte dévastatrice de confiance qui, selon de nombreuses victimes, a altéré leur capacité à nouer des relations et à fonctionner en société. Le regard de la juge est resté inflexible. Bien que votre coopération ait en effet aidé à la récupération des actifs, cette cour estime qu'elle n'atténue pas substantiellement la nature calculée de vos crimes ni la planification approfondie qu'ils ont nécessité. Vos actions n'étaient pas des erreurs de jugement momentanées, mais des tromperies de plusieurs années conçues spécifiquement pour nuire à des personnes vulnérables pour votre gain personnel. Une tension a rempli la salle d'audience alors que tous les présents réalisaient que la recommandation de peine négociée pourrait ne pas être suivie. Par conséquent, cette cour vous condamne à 25 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 20 ans. De plus, vous êtes condamné à une restitution intégrale à toutes les victimes pour un montant de 3,8 millions d'euros et il vous est interdit de manière permanente d'exercer tout emploi impliquant la gestion financière ou des services de conseil. La peine, significativement plus élevée que la recommandation de l'accusation de 15 à 20 ans, a provoqué une onde de choc dans la salle.
L'avocat de Nathan s'est immédiatement penché pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, expliquant probablement les motifs potentiels d'appel basés sur l'écart par rapport aux termes négociés. La juge Chevalier, anticipant cette réaction, y a répondu directement. Que le procès-verbal indique que bien que cette cour reconnaisse la coopération de l'accusé, l'étendue et la durée de son comportement prédateur, associé au ciblage calculé de personnes vulnérables, constituent des circonstances exceptionnelles justifiant une aggravation de la peine par rapport aux lignes directrices. Alors que j'appelais tout le monde à se lever pendant que la juge se retirait, j'ai maintenu mon attitude professionnelle malgré la profonde satisfaction que je ressentais en voyant la justice rendue de manière si définitive. Nathan a été emmené, sa façade de contrition remplacée par une colère à peine contenue face à la sentence inattendue. Ce n'est que lorsque la séance a été levée que je me suis finalement tournée pour croiser le regard de Jessica. Les émotions complexes dans ses yeux, soulagement, justification, douleur persistante et quelque chose comme une clôture reflétaient mes propres sentiments sur la conclusion de ce chapitre juridique. À l'extérieur du palais de justice, sous les imposantes colonnes qui avaient encadré ma vie professionnelle pendant 3 décennies, Jessica se tenait avec Olivia et Elena, leur sororité improbable un puissant témoignage de résilience. Les journalistes s'étaient rassemblés, sentant le potentiel d'intérêt humain dans ces 3 femmes unies par la trahison du même escroc. « Mademoiselle Meunier, estimez-vous que justice a été rendue aujourd'hui ?» a lancé un journaliste, tendant un microphone vers Jessica. Elle a jeté un coup d'œil à ses compagnes avant de répondre avec un aplomb remarquable. Le système judiciaire a fonctionné comme il se doit. Aucune peine ne peut entièrement restaurer ce qui nous a été pris, à nous et aux autres victimes. Mais savoir que Nathan Chevalier ne peut plus nuire à personne apporte une certaine paix. Quelle est la suite pour vous 3 a demandé un autre journaliste. Olivia s'est avancée. Nous avons créé la Fondation Reconstruire la Confiance pour aider les victimes de fraude relationnelle et d'exploitation financière. Notre objectif est à la fois le soutien à la reconstruction et l'éducation préventive. Cette fondation, née de leur traumatisme commun et financée en partie par les actifs récupérés, était rapidement devenue le centre passionné de Jessica. Au cours des mois écoulés depuis qu'elle avait quitté son poste en entreprise, elle avait canalisé son expertise en communication dans le développement de supports pédagogiques et de programmes de sensibilisation qui attiraient déjà l'attention nationale. Alors que la conférence de presse impromptue se terminait, j'observais ma fille avec une fierté silencieuse. La professionnelle confiante s'adressant aux journalistes ressemblait peu à la femme brisée qui était apparue à ma porte à 2 heures du matin 6 mois plus tôt. La transformation n'était pas seulement externe, elle touchait au cœur de la façon dont elle se comprenait elle-même et sa place dans le monde. Plus tard dans la soirée, alors que nous partagions un dîner tranquille à la maison, Jessica a finalement abordé ce que la condamnation signifiait pour elle personnellement. C'est étrange, a-t-elle réfléchi, en roulant des pattes sur sa fourchette. Je pensais que je me sentirais plus, je ne sais pas, justifiée, triomphante. Mais surtout, je me sens juste soulagée que ce soit terminé et triste que tant de vies aient été endommagées par les actions d'une seule personne. C'est une réaction saine, l'ai-je assuré. La vengeance apporte rarement la satisfaction que les gens attendent. Aller de l'avant compte plus que de regarder en arrière. Jessica hocha la tête pensivement. La fondation aide déjà des gens. Nous avons reçu 43 appels sur notre ligne d'assistance la semaine dernière. Des gens qui reconnaissent des signes avant-coureurs dans leurs propres relations après avoir vu nos messages d'intérêt public. Le passage de victime à militante avait été l'aspect le plus puissant du processus de guérison de Jessica. En canalisant son expérience pour protéger les autres, elle avait reconquis son agence personnelle et son but professionnel simultanément. « Je retourne chez moi la semaine prochaine », a-t-elle annoncé soudainement. « Il est temps. » La déclaration m'a surprise. Après 6 mois dans la chambre d'amis de ma maison, Jessica avait établi des routines confortables et semblait satisfaite de l'arrangement. La maison qu'elle avait partagée avec Nathan restait un lieu de souvenirs compliqué malgré sa sécurisation légale grâce à l'enquête sur la fraude. « Es-tu sûr ?» ai-je demandé prudemment. « Il n'y a pas d'urgence. »« Je suis sûre », a-t-elle confirmé avec une confiance tranquille. J'ai fait repeindre tout l'intérieur, remplacer les meubles, redessiner complètement la chambre principale. Ce n'est plus notre maison. C'est la mienne maintenant. Et rester ici, bien que merveilleux, me donne l'impression de me cacher d'une certaine manière. Cette perspicacité reflétait le travail thérapeutique qu'elle avait accompli, reconnaissant quand les mesures de protection deviennent des limitations plutôt que des soutiens. De plus, a-t-elle ajouté avec un sourire, Elena déménage ici le mois prochain pour aider à développer la fondation, et elle aura besoin d'un endroit où rester pendant qu'elle trouve son propre appartement. La chambre d'amis à l'étage de ma maison est parfaite pour un arrangement temporaire. L'élégante symétrie de ce plan, Jessica ouvrant sa maison reconquise à une autre des victimes de Nathan, me parut à la fois curative et appropriée. La maison qui avait été le théâtre de la trahison deviendrait un lieu de guérison et de solidarité. Alors que nous terminions le dîner, Jessica a levé son verre dans un toast impromptu. Au coup de chance inattendu.
Sans la trahison de Nathan, je n'aurais jamais trouvé ma véritable vocation ni noué des amitiés aussi extraordinaires. J'ai fait teinter mon verre contre le sien, reconnaissant la profonde sagesse dans sa capacité à reconnaître les résultats positifs sans minimiser le traumatisme qui les a précédés. Cette perspective équilibrée, ne s'attardant ni dans la victimisation ni niant le préjudice réel, représentait l'intégration la plus saine possible de son expérience. Et aux mères qui portent des uniformes à 2 heures du matin, a-t-elle ajouté doucement, ses yeux rencontrant les miens avec une profonde appréciation, qui savent en quelque sorte se préparer aux tempêtes avant même que les nuages ne se rassemblent. Cette reconnaissance a provoqué une émotion inattendue dans ma gorge, la reconnaissance que mes années de vigilance silencieuse, autrefois considérées comme une prudence excessive ou un manque de confiance, étaient maintenant comprises comme la protection qu'elles avaient toujours été destinées à être. Dans la salle d'audience ce matin-là, j'avais vu la justice servie par les voies légales formelles. Mais ici, à ma table à manger, j'assistais à quelque chose d'aussi puissant, la justice personnelle de la force retrouvée, de la douleur réutilisée et du but renouvelé. Nathan Chevalier avait calculé que ses victimes resteraient isolées dans leur honte et leur confusion. Au lieu de cela, elles s'étaient trouvées et avaient créé quelque chose de plus fort que ce qu'aucune d'entre elles n'aurait pu construire seule. C'était, ai-je réfléchi en levant mon verre en réponse au toast de Jessica, peut-être la forme de justice la plus parfaite de toutes. Le premier signe fut la rapidité avec laquelle il m'a isolé de mon système de soutien. La voix d'Olivia résonnait clairement dans la salle de conférence. En 6 mois, je voyais mes amis les plus proches peut-être une fois tous les quelques mois au lieu de chaque semaine. Il avait toujours une raison, ils étaient trop négatifs, trop critiques, trop envahissants. C'est arrivé si progressivement que je ne l'ai pas remarqué avant d'être complètement seule. Jessica hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Les 3 femmes avaient transformé leurs expériences personnelles en un puissant outil éducatif, documentant les signes avant-coureurs qu'elles avaient manqués et les tactiques de manipulation que Nathan avait employées. J'étais assise au fond de la salle, observant cette session de travail de la Fondation. Reconstruire la confiance. Au cours du mois qui a suivi la condamnation de Nathan, l'organisation avait trouvé des bureaux, créé un site web, mis en place une ligne d'assistance et commencé à développer des supports pour ses programmes d'éducation et de sensibilisation. Pour moi, c'était le contrôle financier déguisé en aide. Elena a ajouté, il a proposé de simplifier nos vies en s'occupant de toutes les finances. Il a dit que cela me libérerait pour me concentrer sur mes études de droit sans stress. Au moment où il est parti, je ne savais même plus quel compte nous avions ni comment y accéder. Jessica leva les yeux de ses notes. Nous devons structurer cela sous forme de liste de contrôle. Des signes avant-coureurs clairs et objectifs qui ne sont pas moralisateurs, quelque chose qui aide les gens à évaluer leurs propres relations sans se sentir accusés ou sur la défensive. Je m'émerveillais de la transformation. Ma fille avait toujours été douée pour la communication, mais maintenant elle appliquait ses talents avec une passion concentrée que je n'avais jamais vue auparavant. La compétence professionnelle était toujours là, mais elle était désormais imprégnée d'une mission personnelle. La porte s'ouvrit et Michel Fournier entra, portant un épais dossier. « Mesdames, j'ai des nouvelles sur la récupération des actifs. » Les 3 femmes lui accordèrent immédiatement toute leur attention. Malgré les progrès émotionnels qu'elles avaient réalisés, la question pratique de la récupération financière restait d'une importance cruciale. La bonne nouvelle est que la coopération continue de Nathan a donné des résultats significatifs. 2 autres entrepôts découverts, un autre coffre-fort, et surtout, un compte aux îles Caïmans que nous n'avions pas identifié auparavant. « Combien ?» demanda Olivia, la question pratique qu'elle voulait toute poser. Un peu plus de 430 000 € d'actifs supplémentaires. Combiné aux récupérations précédentes, nous sommes maintenant à environ 2,3 millions d'euros au total, soit environ 70% de ce qu'il a volé. Elena sourit légèrement. Mieux que ce à quoi nous nous attendions. Le plan de distribution a été approuvé par le tribunal, a poursuivi Michel. La juge a donné la priorité à la restitution aux victimes âgées, compte tenu de leur capacité limitée à se reconstruire financièrement. Après cela, vous 3 et les autres victimes individuelles recevrez des parts proportionnelles basées sur les pertes documentées. C'est juste, a immédiatement convenu Jessica. Les victimes plus âgées en ont le plus besoin. J'ai ressenti une nouvelle vague de fierté face à la générosité de ma fille. Elle aurait pu se battre pour une part plus importante ou un paiement plus rapide, mais elle a constamment donné la priorité à ceux qui étaient plus vulnérables qu'elle. Il y a un autre sujet que nous devons aborder, a dit Michel, son ton changeant légèrement. Le bureau du procureur a été contacté par une société de production intéressée par la réalisation d'un documentaire sur cette affaire. Ils sont particulièrement intéressés par l'histoire de la façon dont vous 3 vous êtes connectés et avez formé la fondation. Les femmes ont échangé un regard, une communication silencieuse passant entre elles. Qu'est-ce que cela impliquerait ? A demandé prudemment Jessica. Principalement des entretiens. Ils veulent se concentrer sur le travail de la fondation, les signes avant-coureurs auxquels les gens devraient faire attention et comment les victimes peuvent se rétablir.
Il le présente comme un document éducatif plutôt que comme de l'exploitation. Aurions-nous un contrôle sur le contenu? A demandé Elena, sa formation juridique évidente dans la question. Ils sont prêts à vous donner des droits de regard sur tous les segments vous mettant directement en scène, et ils ont offert un don de 50 000 € à la fondation, que vous participiez ou non. Nous devrions le faire, a dit Olivia après un moment de réflexion. Nous avons toutes convenu que l'éducation du public est au cœur de notre mission. Cela pourrait toucher des gens qui n'assisteraient jamais à un atelier ou ne visiteraient jamais notre site web. Jessica hocha lentement la tête. Je suis d'accord, mais nous devons faire attention à la façon dont c'est présenté. Pas de sensationnalisme, pas de portrait de nous comme des victimes impuissantes, et absolument pas de romantisation de Nathan. Je rendrai ces conditions claires, les a assurées Michel. Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. Alors que la réunion se poursuivait avec une discussion sur la logistique et le message, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle leur traumatisme personnel s'était transformé en un objectif public. Alors que de nombreuses victimes se retirent de leurs expériences douloureuses, ces 3 femmes remarquables faisaient délibérément un pas en avant, utilisant leurs histoires pour créer une protection pour les autres. Plus tard, alors que Jessica et moi rentrions en voiture, elle était inhabituellement silencieuse. « Tu as des doutes sur le documentaire ?» ai-je demandé. « Pas exactement, » a-t-elle répondu. « Je pense juste à quel point tout cela devient public. Il y a 6 mois, ma plus grande peur était que les gens découvrent ce qui m'était arrivé. La honte d'avoir été dupée, d'avoir vu ma sécurité financière détruite. Maintenant, je partage volontairement cette histoire avec des étrangers. C'est parce que tu l'as recadrée, ai-je observé. Ce n'est plus une histoire sur le fait d'être trompé. C'est une histoire sur le fait de se battre et d'aider les autres. Je suppose que tu as raison, a-t-elle dit pensivement. Quand il ne s'agissait que de moi, la honte était écrasante. Maintenant que c'est à propos de quelque chose de plus grand, il y a une sorte de pouvoir différent à le partager. Nous avons roulé en silence confortable pendant quelques minutes avant qu'elle ne reprenne la parole. Maman, tu te souviens quand j'avais 12 ans et que ces filles à l'école ont répandu ces rumeurs sur moi? Bien sûr que je m'en souviens, ai-je répondu, surprise par le changement de sujet. Tu étais dévastée. Tu m'as dit quelque chose à l'époque auquel j'ai repensé récemment. Tu as dit que le seul pouvoir qu'elles ont, c'est le pouvoir que tu leur donnes en gardant leur secret. Une fois que tu le dis à voix haute, ça redevient ton histoire. Pas la leur. J'ai souri au souvenir. J'avais oublié ça. Pas moi, a dit doucement Jessica. Il m'a fallu 25 ans pour vraiment le comprendre. Mais c'est exactement ce que je fais maintenant. Je reprends mon histoire des mains de Nathan et j'aide Olivia et Elena à reprendre les leurs. En arrivant dans l'allée, j'ai réalisé une fois de plus à quel point cette expérience avait profondément renforcé notre relation. Les événements douloureux des 6 derniers mois avaient créé une compréhension plus profonde entre nous, une reconnaissance mutuelle non seulement en tant que mère et fille, mais en tant que femmes qui avaient affronté l'adversité ensemble et en étaient sorties plus fortes. À l'intérieur, Jessica a vérifié son calendrier pour les réunions du lendemain. La banque a appelé aujourd'hui. Le dernier des fonds récupérés devrait être déposé demain. Entre ça et ce qui a été récupéré plus tôt, je vais récupérer environ 205 000 € au total. C'est une part substantielle de ce qui a été pris, ai-je noté. C'est assez, a-t-elle dit avec finalité. Assez pour sécuriser ma maison, assez pour me donner le temps de construire la fondation, assez pour aller de l'avant sans panique financière. Plus important encore, nous avons récupéré près de 1,5 million d'euros pour les victimes âgées. Certaines d'entre elles récupèrent 80% de ce qu'elles ont perdu. Sa perspective continuait de m'impressionner. Alors que de nombreuses victimes se fixent sur une restitution complète, un objectif compréhensible mais souvent inaccessible, Jessica avait défini « assez » d'une manière qui lui permettait de se sentir satisfaite du résultat pratique. Je rencontre un conseiller financier demain, a-t-elle ajouté avec un léger sourire. Un conseiller minutieusement vérifié par Michel, sans accès à mes comptes. Sage précaution, ai-je approuvé. Faire confiance à nouveau, mais toujours vérifier, a-t-elle plaisanté, faisant référence au slogan qu'elles avaient développé pour la fondation. Je ne me ferme pas au conseil financier, mais je ne donnerai plus jamais à personne un contrôle total. L'équilibre sain qu'elle trouvait entre la paranoïa et la confiance naïve, entre le traumatisme passé et les possibilités futures, me donnait l'assurance que sa guérison était authentique et durable. Alors qu'elle montait se préparer pour le lendemain, je me suis surprise à réfléchir à l'étrange voyage que nous avions parcouru ensemble. Lorsque Jessica était apparue à ma porte 6 mois plus tôt, brisée par la trahison, je n'aurais jamais pu imaginer les transformations positives qui émergeraient de cette crise. La fondation gagnait une reconnaissance nationale. Jessica avait trouvé un nouveau but professionnel qui utilisait ses compétences tout en guérissant son traumatisme. Elle avait noué des amitiés significatives avec des femmes qui comprenaient vraiment son expérience, et notre relation avait évolué vers une connexion plus profonde et plus équilibrée que nous n'avions jamais eue auparavant.
Rien de tout cela n'effaçait la douleur que Nathan avait causée, ni le mal qu'il avait fait à des dizaines de victimes. Mais cela démontrait quelque chose que j'avais observé à plusieurs reprises au cours de mes années au tribunal. La capacité humaine de résilience et de croissance est remarquablement puissante lorsqu'elle est correctement soutenue. Avec les bonnes ressources, les bonnes connexions et les bonnes opportunités, même un traumatisme profond peut devenir un catalyseur de changement positif. Nathan Chevalier avait eu l'intention de détruire des vies pour son gain personnel. Au lieu de cela, il avait par inadvertance créé les conditions pour que 3 femmes extraordinaires construisent quelque chose qui protégerait d'innombrables autres personnes de préjudices similaires. Il y avait une certaine justice poétique dans ce résultat, une justice qu'aucun tribunal n'aurait pu ordonner, mais qui avait émergé organiquement des personnes même qu'il avait cherché à victimiser. Il y a 1 an aujourd'hui, je suis arrivée à la porte de ma mère à 2 heures du matin, complètement anéantie, a déclaré Jessica, s'adressant à un public de près de 300 personnes réunies dans la salle de bal de l'hôtel. Je venais de découvrir que mon mari avait vidé nos comptes et disparu. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ma vie ne se terminait pas. Elle commençait une transformation que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais assise à la table d'honneur, regardant ma fille commander la scène lors du premier gala annuel de collecte de fonds pour la Fondation Reconstruire la Confiance. Dans son élégante robe bleu marine et avec une posture assurée, elle ne ressemblait en rien à la femme brisée qui était arrivée à ma porte exactement 1 an plus tôt. À côté de moi étaient assises Olivia et Elena, les sœurs improbables par la trahison qui étaient devenues les amies les plus proches et les partenaires commerciaux de Jessica. Ce qui avait commencé comme un réseau de soutien aux victimes avait évolué en une organisation à but non lucratif reconnue au niveau national, dédiée à la fois à la prévention de la fraude relationnelle et au soutien de ses victimes. Reconstruire la confiance existe parce que 3 femmes ont refusé d'être définies par la victimisation. A poursuivi Jessica. Nous avons choisi à la place de transformer notre expérience en protection pour les autres. Au cours de notre première année, nous avons créé des groupes de soutien dans 12 villes, mis en place des programmes éducatifs qui ont touché plus de 15 000 personnes et fourni une aide financière directe à 28 victimes de fraude relationnelle qui avaient tout perdu. Le public, un mélange de donateurs, de survivants, de membres des forces de l'ordre et de dirigeants communautaires, a répondu par des applaudissements enthousiastes. La croissance rapide de la Fondation avait dépassé même les projections les plus optimistes, alimentée par une large couverture médiatique de l'affaire Nathan Chevalier et la collaboration inhabituelle entre ses 3 épouses. Ce soir, nous annonçons notre nouvelle initiative, a déclaré Jessica, sa voix prenant une gravité supplémentaire. Le programme de tutelle financière, qui fournira une formation spécialisée aux institutions financières pour reconnaître et prévenir l'exploitation des personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées et les personnes récemment endeuillées. Alors que Jessica expliquait les détails du programme, j'ai ressenti une profonde fierté qui transcendait la simple satisfaction maternelle. Ma fille avait pris une trahison dévastatrice et l'avait alchimisée en quelque chose de véritablement transformateur, non seulement pour elle-même, mais pour d'innombrables autres qui seraient protégés par le système qu'elle aidait à créer. Lorsque la présentation formelle s'est terminée et que le service du dîner a commencé, un homme distingué d'une 60aine d'années que j'ai reconnu comme étant le procureur de la République de notre département s'est approché de moi. « Suzanne Meignier », m'a-t-il salué chaleureusement. « Votre fille fait un travail remarquable. »« Merci, monsieur le procureur, » ai-je répondu, agréablement surprise qu'il se souvienne de moi du tribunal. Ce fut extraordinaire d'être témoin de son parcours. « C'est en fait ce dont je voulais discuter avec vous, » a-t-il dit en baissant légèrement la voix. J'ai suivi de près le travail de la Fondation, en particulier les aspects d'éducation préventive. Nous mettons en place une nouvelle division axée sur l'exploitation financière des personnes âgées et la fraude relationnelle. J'aimerais vous offrir un poste de conseillère principale. La proposition inattendue m'a complètement prise au dépourvu. Moi? Mais je suis huissier, pas avocate ni enquêtrice. C'est précisément pourquoi nous vous voulons, a-t-il expliqué. Vous avez 30 ans d'expérience au tribunal à observer comment ces affaires se déroulent. Plus important encore, vous avez reconnu les signes avant-coureurs dans la situation de votre fille et avez pris des mesures préventives qui ont finalement aidé à attraper un délinquant en série. Cette perspective pratique est exactement ce dont nous avons besoin. Je dois prendre ma retraite du service judiciaire dans 4 mois, ai-je dit, considérant la possibilité avec un intérêt croissant. Timing parfait, a-t-il répondu avec un sourire. Le poste commencerait au prochain trimestre, consultation à temps partiel, flexibilité pour continuer à soutenir le travail de la fondation de votre fille. Pensez Y et appelez mon bureau la semaine prochaine. Alors qu'il s'éloignait pour saluer d'autres invités, je me suis surprise à contempler cette opportunité inattendue. Après 30 ans à maintenir l'ordre au tribunal, la perspective d'aider activement à prévenir les crimes dont j'avais été témoin pendant des décennies avait un attrait indéniable. Plus tard dans la soirée, alors que le programme formel se transformait en une réception de réseautage plus détendue, Jessica m'a rejointe à une table d'angle tranquille. « Alors » a-t-elle dit avec
Un sourire entendu, le procureur vous a offert un poste. Elena a entendu et me l'a dit. J'ai hoché la tête, encore en train de digérer la possibilité. Rôle de conseillère auprès de la nouvelle division des crimes financiers, axée sur la prévention plutôt que sur la simple poursuite. Tu devrais l'accepter, a dit Jessica sans hésitation. Tu serais brillante dans ce rôle. Tu penses? Ai-je demandé, appréciant sincèrement sa perspective. Maman, tu m'as empêché de tout perdre parce que tu as reconnu des schémas que les autres ont manqués. Tu savais exactement quel levier du système actionner lorsque la crise a frappé. Cette connaissance ne devrait pas prendre sa retraite en même temps que toi. Sa confiance en mes capacités m'a profondément touchée. Pendant tant d'années, j'avais été le guide et le mentor dans notre relation. Maintenant, de plus en plus, nous fonctionnions comme des égales, chacune reconnaissant et valorisant les forces et les perspectives uniques de l'autre. Je vais y réfléchir sérieusement, ai-je promis. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'observais Jessica se déplacer avec confiance dans la foule, réconfortant les survivants avec une empathie sincère, discutant des détails politiques avec les législateurs, expliquant les initiatives éducatives aux donateurs potentiels. La transformation de victime à militante puis à leader s'était déroulée avec une rapidité remarquable, portée par ses talents naturels et la clarté d'objectifs qui émergent souvent d'un traumatisme profond. Olivia s'est approchée, une flûte de champagne à la main, suivant mon regard vers l'endroit où Jessica parlait avec un sénateur. Difficile de croire que c'est la même femme qui est arrivée à notre première vidéoconférence avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, a-t-elle commenté. La fondation a été une guérison pour vous toutes, ai-je observé. Olivia a hoché la tête pensivement. Nous avons chacune trouvé des aspects différents du travail particulièrement significatifs. Elena excelle dans le plaidoyer juridique et le développement de politique. Je me concentre sur les groupes de soutien et les services directs aux victimes. Jessica. Elle a fait un geste vers ma fille, qui décrivait maintenant quelque chose avec animation à un auditeur attentif. Elle est notre voix, notre stratège, notre connectrice. Elle a trouvé sa vocation. Cette évaluation correspondait à mes propres observations. Les compétences professionnelles et de communication de Jessica avaient trouvé leur application parfaite dans ce nouveau contexte, imprégné de la passion personnelle qui vient de l'expérience vécue. Alors que le gala se terminait vers minuit, Jessica, Olivia, Elena et moi nous sommes réunis pour un moment privé dans une petite antichambre de la salle de bal principale. Jessica a levé son verre pour un toast. À une année passée à transformer la douleur en objectif, a-t-elle dit, et à la femme qui m'a montré comment la force et la justice fonctionnent dans le monde réel. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'émotion. Maman, je ne serais pas ici aujourd'hui si tu n'avais pas mis cet uniforme à 2 heures du matin et passé cet appel à Michel. Tu m'as montré que nous ne sommes pas impuissants face aux prédateurs si nous savons comment faire fonctionner les systèmes conçus pour nous protéger. Les autres femmes ont levé leur verre en signe d'accord. Ah Suzanne, a repris Olivia, qui a attrapé l'homme que nous ne pouvions arrêter seuls. Cette reconnaissance m'a profondément touchée, bien que je me sois sentie obligée de rediriger une partie du mérite. J'ai passé l'appel, mais vous trois avez fait le travail le plus difficile de reconstruire et de créer quelque chose de significatif à partir des décombres. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? A observé tranquillement Elena. En tant que femme, en tant que survivance. Nous reconstruisons. Nous transformons. Nous protégeons les autres. La simple vérité de sa déclaration a résonné puissamment. Tout au long de l'histoire humaine, les femmes avaient en effet transformé le traumatisme personnel en protection pour les autres, créant des systèmes, des organisations et des réseaux conçus pour prévenir la souffrance qu'elles avaient elles-mêmes vécue. Alors que nous quittions l'hôtel plus tard dans la nuit, Jessica passant son bras sous le mien pendant que nous marchions vers le parking, j'ai réfléchi au remarquable voyage de l'année écoulée, de ce coup dévastateur à 2 heures du matin à ce gala triomphal célébrant une organisation qui protégerait d'innombrables personnes vulnérables. Le chemin n'avait été ni droit ni facile, mais sa direction avait été constamment vers l'avant. J'ai réfléchi, a dit Jessica en arrivant à ma voiture, à écrire un livre. Pas seulement sur Nathan et ce qui nous est arrivé, mais sur les schémas plus larges de la fraude relationnelle et de l'exploitation financière. Quelque chose qui combine le récit personnel avec des conseils pratiques. Tu devrais, les jeux encourager immédiatement. Ta perspective est unique et précieuse. Communicante professionnelle, survivante, et maintenant militante. Peu de gens peuvent faire le pont entre ces mondes de manière aussi efficace. Elle a hoché la tête, considérant la possibilité. Je voudrais inclure ta perspective aussi. Les signes avant-coureurs que tu as reconnus, les préparatifs que tu as faits, les actions immédiates que tu as prises lorsque la crise a frappé. Cette connaissance pourrait aider tant de gens. La suggestion de collaborer professionnellement avec ma fille, de combiner nos expériences et expertises distinctes, me plaisait profondément. Tout au long de ma carrière, j'avais accumulé des connaissances pratiques sur le fonctionnement des systèmes de justice, mais j'avais rarement eu l'occasion de partager ces connaissances au-delà des murs du tribunal.
Je serais honorée, lui ai-je dit sincèrement, alors que nous rentrions à travers les rues calmes de minuit. Jessica s'est adossée contre l'appui-tête, un épuisement satisfait évident dans sa posture. Un an, a-t-elle murmuré. Tant de choses ont changé. Pour le mieux, ai-je ajouté, jetant un bref regard sur son profil illuminé par les lampadaires qui passaient. Oui, a-t-elle convenu sans hésitation. Aussi horrible qu'ait été cette nuit, aussi dévastatrice que la trahison de Nathan ait semblé, je n'échangerai pas la vie que j'ai maintenant contre celle que je pensais vouloir à l'époque. La profonde sagesse de cette perspective m'a frappé avec force. Jessica avait transcendé le récit commun de la survie pour embrasser une vérité plus complexe. Parfois, notre plus grande croissance émerge de nos expériences les plus douloureuses, non pas malgré elles, mais à cause d'elles. La fondation ne fait que commencer, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant la qualité réfléchie qui précédait généralement ses observations les plus perspicaces. Il y a tellement plus à faire. L'éducation préventive, le plaidoyer politique, les services de soutien. Mais nous avons créé quelque chose qui survivra aux dommages de Nathan. Quelque chose qui aidera les autres à éviter ce que nous avons vécu. En arrivant à la maison qu'il avait accueillie au plus fort de sa vulnérabilité et qui avait soutenu sa remarquable reconstruction, j'ai reconnu que notre relation avait subi sa propre transformation à travers cette épreuve. La dynamique mère-fille avait évolué vers quelque chose de plus riche et de plus nuancé, un partenariat d'égales unis par un objectif commun et un respect mutuel. Nathan Chevalier, purgeant sa peine de 25 ans dans une prison fédérale, avait involontairement catalysé une force bien plus puissante que ses combines, une coalition de femmes déterminées, transformant le traumatisme personnel en protection collective. C'était, ai-je réfléchi en entrant dans la maison qui avait été témoin à la fois de la dévastation et de la renaissance, peut-être la forme de justice la plus parfaite imaginable. La cour. Levez-vous. La séance est ouverte. Madame la juge Elena Martinez préside. 2 ans s'étaient écoulés depuis la condamnation de Nathan Chevalier, et je n'étais plus qu'à 3 semaines de ma retraite officielle après 32 ans en tant qu'huissier. La salle d'audience avait été mon foyer professionnel pendant plus de 3 décennies, ses rythmes et ses procédures m'étaient aussi familiers que les battements de mon propre cœur. Ce qui rendait la sentence d'aujourd'hui unique n'était pas l'affaire elle-même, l'exploitation financière des personnes âgées était malheureusement devenue routinière dans notre rôle, mais plutôt les circonstances qui l'avaient menée en justice. La victime, une veuve de 78 ans, avait assisté à l'un des séminaires éducatifs de Jessica à sa bibliothèque locale. Reconnaissant les signes avant-coureurs décrits par Jessica dans le comportement de son propre conseiller financier, elle avait contacté la ligne d'assistance de la Fondation Reconstruire la confiance. Cet appel avait déclenché une enquête révélant un stratagème ciblant au moins 14 clients âgés. Alors que la séance était levée et que l'accusé était emmené menotté, j'ai remarqué Jessica se glisser discrètement au fond de la salle d'audience. Elle assistait souvent aux audiences de détermination de peine pour les affaires liées à la Fondation, à la fois pour soutenir les victimes et pour continuer à approfondir sa compréhension de la manière dont le système judiciaire traitait ces crimes. Un de moins, a-t-elle dit alors que nous nous retrouvions dans le couloir, sa voix portant la satisfaction tranquille de quelqu'un qui comprend l'importance des victoires apparemment petites. Grâce à vous, ai-je souligné. Marguerite Wilson n'aurait jamais reconnu ce qui se passait sans votre séminaire. Jessica a haussé les épaules modestement, bien que je puisse voir la fierté dans ses yeux. La Fondation a juste fourni des informations. Elle a eu le courage d'agir en conséquence. Nous avons marché ensemble dans les couloirs du palais de justice, croisant des avocats, des accusés, des témoins, le drame humain quotidien du système judiciaire s'écoulant autour de nous. Après 2 ans à la tête de la Fondation Reconstruire la confiance, Jessica se déplaçait dans ces espaces avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait à la fois le pouvoir et les limites des recours juridiques. Prête pour le déjeuner? A-t-elle demandé. Olivia et Elena nous rejoignent chez Bellini. Elles sont en ville pour la conférence de demain. La conférence nationale sur la prévention de l'exploitation financière, organisée conjointement par la Fondation Reconstruire la confiance et le ministère de la Justice, représentait une étape importante dans l'évolution de la Fondation, passant d'un réseau de soutien de survivants à une organisation de plaidoyer reconnue au niveau national. Jessica, Olivia et Elena seraient toutes des conférencières vedettes, aux côtés de procureurs, de chercheurs et d'experts politiques de tout le pays. Pour rien au monde, ai-je répondu, en signant ma sortie au poste des huissiers pour ma pause déjeuner. Bellini, un élégant restaurant italien près du palais de justice, était devenu notre lieu de rencontre habituel lorsque les 3 épouses se réunissaient dans notre ville. Alors que nous étions installés à notre table d'angle habituelle, j'ai observé la camaraderie facile qui s'était développée entre ces femmes unies par des circonstances si inhabituelles. Olivia, qui occupait désormais le poste de directrice des services aux victimes de la Fondation, avait étendu leur programme de soutien à 14 departments. Elena,
ayant terminé ses études de droit avec mention, dirigeait leur division de plaidoyer juridique, aidant les victimes à naviguer dans l'intersection complexe des poursuites pénales et du recouvrement civil. Les inscriptions à la conférence ont dépassé la capacité d'accueil, a rapporté Elena alors que nous nous installions. Nous avons dû organiser des salles de débordement avec des flux vidéo pour 3 des sessions. Y compris la tienne, Suzanne, a ajouté Olivia avec un sourire dans ma direction. Ta présentation sur la reconnaissance des signaux d'alerte est apparemment très populaire. Mon implication dans la fondation avait évolué progressivement parallèlement à mon rôle de conseillère auprès du bureau du procureur. Ce qui avait commencé comme des contributions informelles occasionnelles s'était transformé en conférences régulières, en sessions de formation pour les forces de l'ordre et en contribution à leur support pédagogique. À ma retraite imminente du service judiciaire, je rejoindrai officiellement la Fondation en tant que conseillère principale du système judiciaire. Probablement parce que je suis la seule présentatrice qui n'utilise pas de PowerPoint, ai-je plaisanté. Juste 32 ans d'observation en salle d'audience livrée à l'ancienne. C'est exactement pourquoi les gens apprécient ta perspective, a dit Jessica. Tu as vu ces affaires du début à la fin, année après année. Cette mémoire institutionnelle est irremplaçable. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée d'une femme distinguée d'une 60aine d'années qui s'est approchée de notre table avec détermination. Excusez-moi, a-t-elle dit en s'adressant directement à Jessica. Vous êtes Jessica Meignier de la Fondation Reconstruire la Confiance, n'est-ce pas? Je vous ai reconnue grâce à votre conférence TED. La présentation de Jessica sur la fraude relationnelle était en effet devenue virale 6 mois plus tôt, augmentant considérablement la visibilité de la Fondation et menant à des conférences à travers le pays. Oui, c'est bien moi, a confirmé Jessica avec un sourire chaleureux. Puis-je vous aider? La femme a hésité brièvement avant de continuer. Je voulais juste vous remercier. Le site web et les ressources de votre organisation, ils m'ont aidé à reconnaître ce qui se passait avec ma sœur. Nous avons pu intervenir avant qu'elle ne perde tout au profit d'un homme très semblable à celui que vous avez décrit dans votre conférence. Jessica nous a toutes présentées et la femme, Elisabeth Moreau, une directrice d'école à la retraite, a brièvement partagé l'histoire de sa sœur. Les schémas familiers sont apparus. Un conseiller financier charmant, une cible récemment veuve, un isolement progressif de la famille et un contrôle financier croissant. Grâce aux signes avant-coureurs décrits dans les documents de la Fondation, Elisabeth avait reconnu la situation suffisamment tôt pour aider sa sœur à s'en sortir avant que des pertes substantielles ne se produisent. Votre travail sauve des vies, a conclu simplement Elisabeth. Pas seulement des vies financières, mais le bien-être émotionnel, la dignité, la confiance en soi. Je ne saurais trop vous remercier. Après son départ, un silence pensif est tombé sur notre table. Ces rencontres étaient devenues de plus en plus courantes à mesure que la portée de la Fondation s'étendait, mais elles ne perdaient jamais leur impact. Une preuve tangible que la douleur transformée en éducation pouvait créer des ondes de protection s'étendant bien au-delà des victimes initiales. C'est pour ça que nous le faisons, a finalement dit Elena, levant son verre d'eau dans un toast subtil. Pour les Elisabeth Moreau et leurs sœurs qui n'auront jamais à vivre ce que nous avons vécu. Les autres ont hoché la tête en signe. D'accord, et j'ai ressenti une vague de fierté en observant ces femmes qui avaient refusé d'être définies par la victimisation à leur manière. Chacune avait canalisé un traumatisme personnel en une action pleine de sens, créant quelque chose de bien plus puissant qu'une guérison individuelle. Avez-vous entendu les dernières nouvelles sur Nathan? A demandé Olivia, changeant de sujet pour parler de l'homme qui les avait involontairement réunis. Jessica, a hosh la tête. Le psychologue de la prison m'a contacté la semaine dernière. Apparemment, il demande un transfert vers un établissement à sécurité minimale en raison d'un comportement exemplaire et de progrès en matière de réadaptation. Laisse-moi deviner, a dit Elena, sa formation juridique évidente dans son analyse rapide. Il s'est frayé un chemin jusqu'à un poste administratif dans la prison, s'est rendu indispensable au personnel et a convaincu ses conseillers qu'il est un homme changé. Exactement, a confirmé Jessica. Tactique de manipulation classique, juste dans un nouvel environnement. Sa demande aboutira-t-elle? Ai-je demandé, curieuse de savoir comment son charme considérable pourrait opérer au sein du système pénitentiaire. Peu probable, a répondu Elena. L'accusation a soumis une documentation détaillée sur son schéma de manipulation lors de sa condamnation initiale. L'administration pénitentiaire a été informée de son profil comportemental. La conversation a dérivé vers des nouvelles du fils adolescent d'Olivia qui commençait l'université, des fiançailles récentes d'Elena avec un confrère avocat et du rôle croissant de Jessica en tant que consultante pour une commission parlementaire sur les crimes financiers contre les populations vulnérables. Les vies qu'elles avaient reconstruites sur les cendres de la trahison étaient riches, pleines de sens et authentiques. Tout ce que Nathan avait tenté de détruire. Alors que le déjeuner se terminait et que nous nous préparions à nous séparer jusqu'à la conférence du lendemain, Jessica a passé son bras sous le mien alors que nous retournions vers le palais de justice. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire comment tout s'est déroulé,
a-t-elle dit, sa voix réfléchie. Cette nuit terrible où je suis arrivée à ta porte semble à la fois hier et il y a une éternité. C'est ainsi que l'on ressent souvent les expériences transformatrices, ai-je observé. La ligne de démarcation entre qui nous étions avant et qui nous sommes devenus après. Jessica a hoché la tête pensivement. La conférence de demain représente quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer cette nuit-là. Que ma dévastation personnelle aiderait finalement à protéger des milliers de personnes que je ne rencontrerai jamais. La profonde vérité de cette observation a résonné profondément. Ce qui avait commencé comme l'instinct protecteur d'une mère et l'appel désespéré à l'aide d'une fille au milieu de la nuit s'était étendu en cercle concentrique de prévention et de guérison, atteignant bien au-delà de notre expérience immédiate. Alors que nous atteignions les marches du palais de justice où nous allions nous séparer temporairement, moi retournant à mes fonctions d'huissier, Jessica se dirigeant vers les derniers préparatifs de la conférence, elle s'est arrêtée, levant les yeux vers l'imposant édifice en calcaire qui avait encadré ma vie professionnelle. Encore 3 semaines, a-t-elle noté. Après 32 ans, est-ce que ça te fait bizarre de partir? J'ai réfléchi attentivement à la question. Pas aussi bizarre que je m'y attendais. Le palais de justice a été mon foyer professionnel, mais le travail de soutien à la justice se poursuivra à travers la fondation et le rôle de conseillère au bureau du procureur. Jessica a souri, comprenant la continuité que je décrivais. Juste un changement de lieu, pas de mission. Exactement, ai-je convenu, satisfait de sa perception. En retournant dans la salle d'audience pour le rôle de l'après-midi, j'ai réfléchi au remarquable voyage qui s'était déroulé depuis ce coup frappé à ma porte au milieu de la nuit. La crise qui semblait initialement n'être qu'une trahison financière s'était révélée être quelque chose de bien plus fondamental, le pouvoir de transformer un traumatisme personnel en protection collective. Nathan Chevalier, dans son ciblage calculé de femmes vulnérables, avait par inadvertance créé le réseau même qui protégeait désormais les victimes potentielles de prédateurs comme lui. Les effets d'entraînement de ces actions, et de nos réponses à celles-ci, continueraient de s'étendre bien après que son nom soit oublié. La justice, j'avais appris au cours de 32 ans au tribunal, suit rarement une ligne droite. Elle se déplace selon des schémas inattendus, arrivant parfois par des canaux improbables, apparaissant souvent lorsque l'espoir semble le plus lointain. Mais pour ceux qui comprennent ces rouages et engagent ces mécanismes avec persistance et détermination, elle reste une force d'une puissance remarquable. Dans 3 semaines, je raccrocherai mon uniforme d'huissier pour la dernière fois. Mais l'engagement envers la justice qu'il représentait continuerait, transformé et étendu, mais non diminué. Tout comme les 3 femmes remarquables qui avaient transformé la victimisation en un véhicule de profond changement social, une fraude évitée à la fois. Moi, Suzanne Meunier, je jure solennellement que je soutiendrai la Constitution de la République française et que je remplirai fidèlement les devoirs de la charge de conseillère départementale au mieux de mes capacités. Ma main droite reposait sur une vieille copie du Code civil, la même que j'avais utilisée lorsque j'avais prêté serment en tant qu'huissier 32 ans plus tôt, alors que je terminais la cérémonie d'assermentation. À 61 ans, je m'attendais à ce que ma retraite implique plus de jardinage et moins de services publics. Mais la vie, comme je l'avais appris à plusieurs reprises, suit rarement les chemins attendus. 6 mois après avoir quitté mon poste d'huissier, j'avais été approché par une coalition de dirigeants locaux me demandant d'envisager de me présenter au siège vacant de conseillère départementale. Leur argument était convaincant. Mes décennies d'expérience au tribunal, combinées à mon travail sur la prévention des crimes financiers, offraient une perspective unique sur les besoins de la communauté et les solutions systémiques. Après mûre réflexion et les encouragements de Jessica, j'avais accepté de me présenter à l'élection partielle. La campagne avait été brève mais intense. Mon programme était axé sur le renforcement des protections pour les citoyens vulnérables et l'amélioration de la coordination entre les systèmes juridiques, sociaux et financiers. Maintenant, debout devant une salle d'audience remplie d'amis, d'anciens collègues et de ma famille, je sentais le poids de cette nouvelle responsabilité s'installer sur mes épaules. Ce n'était pas la retraite que j'avais envisagée, mais cela représentait une opportunité inattendue d'influencer le changement au niveau politique, de combler les lacunes systémiques que j'avais observées tout au long de ma carrière au tribunal. Alors que je me tournais pour faire face au public après avoir prêté serment, j'ai croisé le regard de Jessica au premier rang. La fierté dans son expression m'a profondément touchée. À côté d'elle étaient assises Olivia et Elena, qui avaient fait le voyage spécialement pour la cérémonie, ainsi que plusieurs membres du personnel de la Fondation. Leur présence représentait le parcours remarquable qui m'avait amené à ce moment. Un parcours qui avait commencé par un coup désespéré frappé à ma porte au milieu de la nuit, 3 ans plus tôt. La réception formelle qui a suivi la cérémonie bourdonnait de conversations et de félicitations. En tant que conseillère départementale, je superviserai des départements allant de la santé publique aux infrastructures en passant par les services communautaires, un large portefeuille qui ferait appel à tous les aspects de mon expérience professionnelle. Madame la conseillère Meunier, dit Jessica avec un sourire taquin en s'approchant avec une coupe de champagne. Je ne suis pas sûre de m'habituer un jour à ce titre. Moi non plus,
ai-je admis en acceptant la coupe. Mais cela semble être une évolution naturelle, en quelque sorte. De maintenir l'ordre dans la salle d'audience a aidé à créer des systèmes qui promeuvent l'ordre et la justice dans tout le département. Tu seras brillante dans ce rôle, m'a-t-elle assuré, sa confiance inébranlable. Tu comprends comment les systèmes fonctionnent réellement, pas seulement comment ils sont censés fonctionner sur le papier. Cette connaissance pratique, acquise au fil des décennies à observer les rouages de la justice depuis mon poste d'huissier, avait en effet été au cœur de mon programme de campagne. Alors que les politiciens proposent souvent des solutions idéalistes, j'avais mis l'accent sur des améliorations réalistes basées sur l'observation de première main des succès et des échecs des systèmes existants. La fondation s'est officiellement étendue à 20 départements maintenant, a rapporté Jessica, changeant de sujet avec aisance. Le ministère de la Justice a adopté nos supports de formation pour leur division nationale des crimes financiers et nous venons de recevoir une subvention importante pour développer des programmes spécialisés pour les communautés rurales. La croissance de la Fondation Reconstruire la confiance avait été remarquable à tous points de vue. Ce qui avait commencé comme un réseau de soutien pour 3 femmes unies par la trahison avait évolué en une organisation reconnue au niveau national, avec un personnel dévoué, un financement substantiel et un impact mesurable sur la prévention des crimes financiers et la reconstruction des victimes. Et le fils d'Olivia se dirige vers la faculté de droit, a poursuivi Jessica, inspirée, dit-il, en regardant sa mère transformer sa propre victimisation en protection pour les autres. Cet impact générationnel, l'effet d'entraînement de la transformation du traumatisme en objectif, m'a frappé comme étant peut-être le résultat le plus profond de tout ce qui s'était passé. Des jeunes observant les adultes de leur vie répondre à l'injustice par une action constructive plutôt que par une victimisation passive ou une vengeance amère. Alors que la réception se poursuivait autour de nous, Jessica et moi avons trouvé un moment de calme dans l'atrium du palais de justice, cet espace immense où j'avais passé d'innombrables heures à observer l'humanité dans toute sa complexité. J'ai repensé à cette nuit, a dit Jessica, son regard lointain perdu dans ses souvenirs. Quand je suis arrivée à ta porte à 2 heures du matin, complètement anéantie, je n'avais aucune idée de là où ce moment me mènerait. Aucune de nous ne le savait, ai-je reconnu. La vie télégraphie rarement ces moments de transformation à l'avance. Mais tu étais prête quand même, a-t-elle souligné. Tu avais ton uniforme prêt, ton avocat en numérotation rapide, tes plans d'urgence en place. Tu as reconnu quelque chose que je ne pouvais pas voir, même en vivant la situation de l'intérieur. L'observation était exacte, mais incomplète. J'ai reconnu des schémas de 30 ans passés au tribunal, ai-je corrigé doucement. Mais je n'avais pas anticipé la fondation, ni que vous 3 deviendriez des défenseurs si puissants, ni certainement un poste de conseillère départementale pour moi-même. Jessica a souri, reconnaissant la vérité dans cela. Les voyages les plus importants de la vie commencent souvent par un seul pas désespéré fait dans l'obscurité. Cette perspicacité poétique m'a rappelé une fois de plus à quel point elle avait grandi à travers cette expérience, non seulement en se remettant d'un traumatisme, mais en développant une sagesse plus profonde sur la nature humaine et la résilience. Alors que nous rejoignions la réception, une jeune gendarme adjointe que je reconnaissais de la sécurité du palais de justice s'est approchée de moi. Madame la conseillère Meunier, m'a-t-elle salué respectueusement. Je voulais juste dire que votre campagne m'a vraiment interpellée, en particulier votre accent sur une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et les services sociaux pour les adultes vulnérables. Merci, ai-je répondu, sincèrement reconnaissante de ce retour spécifique. Ma grand-mère a failli être victime d'une de ces arnaques sentimentales l'année dernière, a-t-elle poursuivi. Les documents de la Fondation Reconstruire la confiance ont aidé notre famille à reconnaître ce qui se passait avant qu'elle ne perde ses économies. Le travail que vous et votre fille faites, ça compte. Alors qu'elle s'éloignait, Jessica m'a rejointe, ayant entendu la conversation. Une autre vie changée, a-t-elle observé tranquillement. Une autre famille protégée. La simple vérité de cette déclaration résumait tout ce pourquoi nous avions travaillé depuis cette crise de minuit, 3 ans plus tôt. Ce qui avait commencé comme un traumatisme personnel s'était étendu en cercle concentrique de protection et de prévention, nous dépassant de loin. La boucle est bouclée, ai-je murmuré, arpentant du regard le palais de justice qui avait façonné ma vie professionnelle et qui servirait désormais de centre à mes fonctions de conseillère. De maintenir l'ordre dans la salle d'audience à créer des systèmes plus justes dans tout le département. Pas une boucle, a corrigé doucement Jessica. Une spirale. Se déplaçant toujours vers l'extérieur. D'une personne à une famille à une communauté, d'une communauté à un mouvement national. Alors que la réception tirait à sa fin et que nous nous préparions à quitter le palais de justice, je me suis arrêtée devant les immenses portes en chêne qui avaient encadré mes allées et venues professionnelles pendant plus de 3 décennies. Le bâtiment représentait la continuité dans le changement, la poursuite durable de la justice par des moyens en constante évolution. Prête, madame la conseillère, a demandé Jessica, passant son bras sous le mien. Prête, ai-je confirmé,
m'avançant dans la lumière vive de l'après-midi et vers les défis et opportunités inattendus qui m'attendaient au-delà. L'uniforme que j'avais endossé à 2 heures du matin il y a 3 ans avait été remplacé par la tenue formelle d'une conseillère, mais l'engagement essentiel restait inchangé. Protéger les vulnérables, renforcer les systèmes de justice et transformer l'expérience personnelle en bénéfice collectif. Certains appels arrivent dans les heures les plus sombres de la nuit, exigeant une réponse immédiate. D'autres émergent progressivement à travers les détours et les connexions inattendues de la vie. Ce qui compte en fin de compte, ce n'est pas la forme de l'appel, mais notre volonté d'y répondre avec les outils, les connaissances et la force que nous avons accumulées en chemin. Alors que Jessica et moi marchions vers ma voiture, désormais ornée d'une petite plaque de conseillère départementale, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait menés ici. Le chemin depuis ce coup désespéré de minuit jusqu'à ce moment de service public n'avait été ni direct ni facile. Mais il avait été profondément significatif, non seulement pour nous, mais pour les innombrables vies touchées par les répercussions de notre réponse à la trahison d'un seul homme. Nous avions transformé un traumatisme privé en une mission publique, une perte personnelle en une protection communautaire. C'était, ai-je décidé, le témoignage le plus approprié de la résilience de l'esprit humain et des manières inattendues dont la justice se manifeste finalement dans nos vies. Alors, a demandé Jessica avec un sourire en arrivant à la voiture, quel sera votre premier acte en tant que conseillère Meunier? Établir un réseau départemental de protection des aînés, ai-je répondu sans hésitation. Connecter les institutions financières, les prestataires de soins de santé et les forces de l'ordre pour identifier l'exploitation avant que des dommages majeurs ne se produisent. Parfait, a-t-elle hoché la tête avec approbation. La prévention systémique plutôt que la réaction au cas par cas. Exactement, ai-je convenu. Après tout, c'est la leçon que nous avons apprise de Nathan. Les prédateurs individuels peuvent être attrapés et punis, mais ce n'est qu'en changeant les systèmes que nous pouvons vraiment protéger les vulnérables. En nous éloignant du palais de justice, le soleil de fin d'après-midi dorant sa façade en calcaire, j'ai ressenti un profond sentiment de but et de possibilité. Le coup frappé à minuit qui avait autrefois semblé être une fin s'était avéré n'être que le début, non seulement pour Jessica et moi, mais pour le cercle de protection toujours plus large qui continuait de s'étendre à partir de ce moment de crise. L'huissier était devenu une conseillère. La victime était devenue une avocate. Et la douleur de la trahison avait été transformée en pouvoir de protection. Et dans cette transformation résidait la forme de justice la plus vraie et la plus durable.